que des fois, quand il y a des gens qui me reconnaissent et qui me disent « Ah, j'aime trop ton travail », et je leur dis « Bah, tu parles de quoi ?» Qui est le Victor de la création et un autre Victor, et je pense que mélanger les deux, c'est dangereux et toxique. L'idée, c'est de dire les créateurs sont des artistes. Moi, c'est vraiment mon combat, tu vois. Et pour tes vidéos de plus d'1 minute, tu touches 1 euro pour 1000 vues, ce qui est complètement insane. Salut, c'est Armand et Max, t'es bien sur Rec, le podcast des créateurs de contenu. Après avoir bossé chez TikTok et Google, on est passé du côté des créateurs pour en décrypter l'écosystème. Aujourd'hui, on reçoit Victor Apchi, une des figures marquantes de cette nouvelle vague de créateurs qu'a lancé TikTok. Tu le connais peut-être pour ses vidéos de voyage à vélo, pour un resto trop stylé qu'il t'a fait découvrir à Paris, ou alors plus récemment pour ses vidéos de témoignages d'inconnus ultra touchants. Mais Victor, il est aussi ultra impliqué dans cet écosystème de créateurs puisqu'il organise des événements comme les For You Awards, cette cérémonie des Oscars qui vise à récompenser les meilleurs créateurs. On espère que tu vas apprécier la conversation. Bonne écoute à toi. Tu faisais quoi avant d'être sur TikTok ? Avant, il y a eu le Covid, et juste avant, j'avais fait un voyage en vélo en Asie. Je suis parti de Chine et je suis allé jusqu'à Bali, et j'avais envie de partager ça. Et en fait, c'est pour ça que j'ai commencé TikTok. Genre, j'aimais trop pas me montrer, tu vois. J'étais trop bloqué à l'idée de faire du facecam, et j'étais trop gêné. Et en fait, vu que j'avais ces images et que j'avais cette histoire à partager, je me suis un peu forcé, tu vois, à le faire en mode j'ai pas le choix, tu vois. Si je veux raconter mon histoire, faut que je me montre. Ouais. Et c'est ça qui m'a vraiment lancé sur TikTok. C'est ce long voyage à vélo. Bon, on reviendra sur le voyage parce que je pense que t'as dû vivre des trucs incroyables, rencontrer des gens complètement dingues. Ouais. Mais avant TikTok, tu faisais quoi ? Vraiment avant de créer du contenu ? J'ai commencé, je suis arrivé à la fac à Paris, j'ai fait fac éco-gestion, dont 2 années à l'étranger, c'était vraiment cool. Et après, j'ai commencé à la photographie. En fait, j'étais photographe de base, j'étais notamment parti Burning Man aux États-Unis, j'ai fait une longue série là-dessus. Après, je suis passé un peu à la réal. En fait, c'est le moment où t'avais de la vidéo sur les réflexes, et je me suis dit, ouais, il y a trop un truc incroyable à faire. Et j'ai commencé à faire des petits courts-métrages que je partageais sur YouTube, etc. Et après, j'ai eu un petit passage à vide où je savais trop pas quoi faire de ma vie. Et là, je suis parti à vélo, et voilà. Donc à la fin de tes études à ce moment-là ou... Le vélo ? Ouais. Non, à la fin de mes études, j'ai fait le Burning Man, Ok. et j'ai commencé à vivre en tant que photographe. Ok, d'accord. Ouais. Donc t'arrivais à en vivre. T'avais des contrats. Ouais, j'en vivotais, quoi. Ouais. J'étais un peu, tu vois, je payais pas cher mon loyer, je me prenais pas trop la tête, et ouais. Ok, et là t'as droppé ton appareil photo, ton réflexe pour un iPhone et tu fais des vidéos avec ton téléphone. Et là, je suis en train d'offrir tous mes objectifs et mon réflexe à des potes photographes. Parce qu'en fait, ça fait tellement longtemps que j'ai pas sorti que je me suis dit, j'en ai plus besoin. Ouais. Et j'ai complètement drop, ouais. Moi, je suis team téléphone à fond, là. Donc là, ton setup, c'est un iPhone 13 Pro, c'est ça ? Ouais. Ok. Ouais, c'est un iPhone et un MacBook. Ok. Trop bien. Franchement, AirDrop, trop cool. Hyper léger. J'ai fait tomber plein de fois en voyage. Il marche toujours. Donc, ouais, et j'aime trop ce truc de... Putain, c'est simple. Ça prend rien, t'es discret. T'as tellement de spontanéité et d'efficacité, c'est trop cool. Et du coup, tu montes quand même sur Mac ou tu fais tout sur ton tel ? Non, je monte à fond sur Mac. Okay. Ça, pour le coup, tu vois, un vrai écran avec un vrai bon montage. Tu vois, notamment mes vidéos témoignages. Franchement, si je devais monter sur téléphone, je deviendrais fou. J'essaie vraiment, tu vois, de faire des trucs à seconde près, avec, tu vois, le bon timing et tout. Donc c'est marrant parce que mon contenu est assez brut, je pense, visuellement. Mais tu vois, quand il s'agit du montage, c'est vraiment ce que j'ai appris avec la réalisation vidéo-cinéma, tu vois, que j'adapte et que je mets. Donc vraiment, tu vois, le rythme, le storytelling et tout, enfin, j'essaie de faire des trucs assez carrés quand même. Et du coup, t'as commencé sur TikTok avec un voyage que t'as partagé. Ouais. Ta ligne édito, elle a quand même pas mal évolué. C'était quoi ? Donc, admettons, t'as fait le premier voyage, t'as relaté ton premier voyage sur TikTok. Ouais. Ensuite, comment t'enchaînes après ça ? C'est un autre voyage ? Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Ah ouais, c'est... Putain, ma ligne édito, elle est très floue. Et tu sais, à tel point que des fois, quand il y a des gens qui me reconnaissent et qui me disent « Ah, j'aime trop ton travail », et je leur dis « Bah, tu parles de quoi ?» Mais pour de vrai, tu vois. Parce que je sais pas s'ils parlent de la bouffe, du vélo, des témoignages et tout, donc je demande vraiment, tu vois. Et franchement, je sais pas si c'est la bonne strat, mais moi, je me suis dit « Je vais faire ce que je kiffe faire ». Et je m'en bats les couilles si les gens ils arrêtent de suivre ou si c'est pas ce qu'ils kiffent. Donc ouais, j'ai commencé par les voyages à vélo. Après, je me suis mis à faire de la street food à Paris. Et donc j'ai monté le guide ultime avec Nora, ma cofondatrice. Et parce que j'avais envie de parler de bouffe et parce que j'étais bloqué en France aussi. Et là récemment, j'en avais marre de parler de bouffe. Du coup, j'ai commencé à faire des portraits de gens dans la rue. Ok. Et t'as commencé quand, guide ultime ? Le guide ultime, j'ai commencé après une grosse vidéo sur Manger et Cassez-vous, le burger pas cher. Et ça, c'était en juin 2020.
Ok, ouais, donc tu dis coincé à Paris, c'était plein Covid. Ouais. En fait, non, j'ai commencé juin 2020 des vidéos sur la bouffe, et c'est en décembre qu'on a lancé le guide ultime. D'accord, ok. Donc ça aura 2 ans en décembre 2022. Donc c'est parce que tu as fait des vidéos sur TikTok qui marchaient bien à propos de bouffe, tu t'es dit, tiens, il y a une opporte, boum, je pars sur le guide ultime, c'est ça? Ouais, en fait, on avait, avec Nora, écrit un bouquin, D'accord. un guide de Paris qui s'appelait le guide ultime de base. Oui, ok. D'ailleurs, à base, on trouvait ça hyper arrogant. On se disait, mais putain, un guide ultime, on se prend pour qui et tout, tu vois. Et en fait, il fallait vendre ce putain de bouquin. Donc, on s'est dit, on va faire un compte Instagram. Et c'était à l'époque où Instagram commençait les Reels. Et là, je me suis dit, ouais, c'est cool. Moi, les Reels, bah, je connais, vu que c'est vraiment TikTok, tu vois. Donc, j'ai commencé à partager sur le guide ultime. Et ça a cartonné de ouf. Il y a des jours, on prenait 15 000 abonnés. C'est ouf. Ouais, et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, il y a une opportunité, il faut charbonner. Et je me suis mis à faire une vidéo par jour, sans pause. Genre pendant 200 jours, tous les jours, j'allais au resto. Et tous les soirs, je sortais une vidéo sur le resto. Parce que ça marchait. Et je disais à Nora, tant qu'il y a de la croissance, je continue à faire de la vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi le guide ultime? C'est une page de base de street food et de bons plans. Donc on parle d'une nourriture qui est bonne, qui est faite maison et qui est accessible. Et aujourd'hui, on a pas mal évolué, on fait beaucoup d'événementiels. On a fait là l'Ultime Food Fest, donc un festival de street food avec plein d'activités. Et on fait un bon concept là pour Noël. C'est un marché de Noël. En fait, on trouve qu'aujourd'hui, les marchés de Noël à Paris sont vraiment éclatés, tu vois. Donc c'est un marché de Noël made in France avec des cadeaux à 5 euros. Trop cool. Ouais. L'idée, c'est que chaque artisan, il propose un cadeau stylé à 5 euros. Bien sûr, d'autres choses. Mais si t'as pas d'argent et que tu veux un truc cool, made in France et sympa, bah, tu viens et tu trouves de quoi faire. Et c'est gratuit. Ça va être où? Je sais pas encore. Ok, On verra. trop cool. Le guide ultime, aujourd'hui, c'est une institution. Moi, ça me fait rire parce que parfois dans le métro, je vois des gens qui sont en train de regarder les vidéos et je trouve ça dingue. C'est grâce à vous aussi. Écoute, on pourra peut-être en parler, mais juste pour que les auditeurs comprennent un petit peu, ça représente quoi comme taille d'audience Alors, le guide ultime, on est principalement sur Instagram, on est presque à 600 000 abonnés. Ouais. Facebook, on est à combien sur Facebook? 160 000 abonnés à peu près. Incroyable. YouTube, YouTube, on est à 60 000 abonnés, si je dis pas de C'est bêtises. des barres, Je dis on parce que du coup, ouais, on est une équipe. Hein. on va a travaillé ensemble. ensemble pour grossir sur les autres plateformes. Et surtout, en fait, ce qui est intéressant au-delà du nombre d'abonnés, c'est effectivement des vidéos virales. Je pense que j'ai compris ce qui peut marcher et ce qui est vraiment un sujet qui va fonctionner. Et souvent, quand ça marche sur une plateforme, ça marche sur les autres. Ouais. Donc c'est ça aussi qui, à mon avis, est la force, c'est faire une vidéo qui va faire plusieurs millions. Et du coup, après, le restaurant qui se fait dévaliser et qui s'envoie des messages d'amour en mode merci. Il y a deux choses dont il faut qu'on parle absolument. Déjà, tu nous as parlé des restaurants, des success stories qui ont cartonné suite à tes vidéos. Je pense qu'on pourra en revenir et tu vas nous partager quelques histoires. Ouais. Mais est-ce que tu peux nous parler de la recette secrète d'une vidéo qui marche? Quels sont les codes que tu as identifiés Ah, c'est hyper intéressant. Un bon storytelling, un truc où c'est pas un endroit pas connu. Les gens, ils adorent ce côté découverte. Et je crois qu'ils aiment après dire à leurs potes, ouais, je connais un petit resto, machin, tu vois. Un truc qu'ils peuvent ressortir. Un truc un peu unique, mais qui est pas complètement barré bizarre, tu vois. Je pense. Les gens, ils aiment bien les petits trucs, les petits artisans, les gens un peu mignons. En fait, ils aiment énormément connecter avec l'humain. Pousser l'humain, c'est la meilleure manière de faire marcher une vidéo sur son resto. Et je pense là notamment à la petite japonaise qui cuisinait des bento. Ouais, 4 mètres carrés. Ouais, ça c'est intéressant parce que le lieu est hyper atypique. Donc c'est un resto de 4 mètres carrés. Dedans, elle fait des bento, mais que le mercredi midi. Donc, storytelling, il y a une histoire pourquoi elle fait ça que le mercredi midi. En fait, c'est parce qu'elle est prof de maternelle et qu'elle fait ça pour son kiff. Donc, trop mignon, tu t'attaches à la personne. Et tu vois une vidéo cool et la bouffe a l'air bonne. Donc, tu te dis banco quoi. Et du coup, tu as des restos qui te partagent un peu l'impact qu'une vidéo a eu. Ouais, on se partage des screens et franchement, on a reçu plein de messages. Tu veux que je t'en lise? Si t'en as à portée de main, ce serait incroyable. Vous avez dit oui. Attends, je vais me connecter en 4G. Le mec, il est pas préparé. Alors, ouais, je vais en avoir. Je me souviens que Bachir, elle m'en avait envoyé un. Donc Bachir, c'est les glaces rue Rambuteau, je crois, c'est ça? Ouais. Oh, ça fait un peu flex de lire des compliments. Non Ouais. Ça doit être hyper gratifiant même pour toi de dire Ouais. avec quelque part juste une vidéo de 30-60 secondes, t'as eu un impact de ouf dans la vraie vie d'un business, d'un resto quoi. Bah, ils ont dit, le seul retour, on nous demandait des feedbacks, le seul retour que nous pouvons vous faire, c'est vous êtes des génies. Un énorme merci pour votre aide cet été, vos fans sont superbes et on a la joie de vivre. Nous étions ravis de les rencontrer, espérons en avoir beaucoup. On remet ça quand vous voulez, etc.
Ça fait plaisir. Trop Mais bien. franchement, il y a plein de gens qui... plein, je sais pas combien, mais il y a vraiment des gens qui sont en mode ouais, vous m'avez changé la vie et tout. Et honnêtement, en fait, ils font des trucs de ouf. Ouais. Nous, ce qu'on arrive à faire, moi, je me vois vraiment comme un projecteur. On met la lumière sur des trucs, mais si ton truc il est pas bien, ça marche pas. Bien sûr, ouais. Donc en fait, vraiment, nous, on est vraiment que le coup de projecteur, tu vois. C'est aussi, c'est cool de, mais voilà, faut relativiser sur ce que nous on apporte. On apporte une bonne communication, à un truc qui est trop cool de base. Ouais. Donc l'effort, en fait, c'est quand même beaucoup eux qui le font, quoi. Ouais, c'est comme le marketing de base, quoi. Si t'as un produit de merde, t'as beau balancer des pubs dans tout le métro parisien, Ouais. ça va pas se vendre, quoi. Je crois que c'était pas Fendi, la marque de Rihanna, où au début ça avait bidé de fou. Et c'était marrant parce que la meuf, tu sais, sur Instagram, c'était une des personnes les plus suivies. Et malgré tout, en fait, si ton produit il est pas bien, bah, t'auras beau le montrer à tout le monde, c'est pas pour autant que ça va tant convertir que ça, quoi. Ouais, c'est clair. Et du coup, du guide ultime, il y a aussi le deal ultime qui est né. Ouais. Tu peux nous parler un petit peu de ce que c'est, d'où l'idée vous est venue? Ouais. Bah, nous, on avait la question de comment on pérennise ce travail sans faire payer les restaurateurs. Parce qu'on a un guide de Paris et on voulait pas que les gens payent pour avoir des vidéos, parce que sinon ça n'a plus aucun sens, tu vois. Et puis en plus, c'est des petits artisans, t'as pas envie de leur prendre de l'argent. Et en fait, moi, ce qui est souvent revenu avec des restaurateurs, c'est merci, je t'invite, viens avec tous tes potes, tu manges la vie gratuitement, tu ramènes qui tu veux, machin. Tous les restos, tu vois. Et au bout d'un moment, je me suis dit, ouais, je peux pas aller partout. Et du coup, on s'est dit, bah tiens, est-ce que eux, ils ont de la matière première? On pourrait pas valoriser leur travail et faire payer finalement nos abonnés. Donc en fait, le partenariat, c'est nous, en échange de cette visibilité et de tous les nouveaux clients qu'on leur ramène, on leur dit une très petite part de ces gens vont payer moitié prix. Et donc ça s'appelle le deal ultime et c'est un abonnement qu'on vend entre 5 et 10 euros par mois. Ok, donc pour résumer, moi en tant que consommateur, je peux faire appel au deal ultime et être abonné et avoir des promos de moins 50% dans les restos que toi t'as sélectionnés avec qui t'es en partenariat. Ouais, t'as presque 100 restos, bars, activités, bubble tea, aventures, tout ce que tu veux à Paris, région parisienne et tout à moitié prix. Ouais, le 5 et 10 euros, entre 5 et 10 euros par mois d'abonnement, il peut être très vite rentabilisé, quoi, si tu vas au resto. Ouais, bah, l'idée c'est que, et puis en plus c'est des abonnements sans engagement, donc, et puis ton premier mois est gratuit. Franchement, on est vraiment en mode tu testes, tu kiffes, bah, c'est rentable, tu restes, et tu kiffes pas, bah... Ouais. Et c'est cool parce que c'est, je sais plus qui c'est qui m'avait dit ça, il m'avait dit c'est win-win-win. Tu vois, en vrai, ouais, c'est bien pour nous, parce que ça nous apporte de l'argent. C'est bien pour les restaurants, parce qu'en fait, proportionnellement, les gens qui payent moitié prix, c'est risible par rapport à tout le reste des gens, donc c'est trop intéressant pour eux. Puis en plus, ils arrêtent quand ils veulent, il n'y a pas d'engagement, donc vraiment, c'est faire. Et forcément, c'est trop bien pour ceux qui payent, parce qu'en fait, c'est archi rentable, et tu découvres des adresses de fou, quoi. Donc, je suis content. Trop stylé. Vas-y. Un truc où je trouve que Nora et toi, vous êtes très forts, c'est pour créer justement des deals, des packages win-win-win ou des packages qui sont très intelligents pour les marques. Ouais. Là où, tu vois, certains créateurs vont être sur des packages plus traditionnels. Je vous fais une vidéo à 200 euros. Toi, tu arrives à te dire, OK, qu'est-ce qui peut motiver le partenaire vraiment pour qu'il signe avec nous, que ce soit sur le guide ultime ou sur même toi, ton parcours en tant que créateur. Comment est-ce que tu approches ça? Est-ce que tu as peut-être des exemples aussi à nous partager de deals un peu custom que tu as mis en place mais qui faisaient sens? Ouais, en fait, moi, il y a toujours la question de la valeur. Je me pose la question, au-delà de l'argent, comment on peut échanger des choses qui ont de la valeur? C'est ce qu'on a fait avec la Cité Fertile. Eux, ils avaient un besoin de communication, nous, on avait besoin d'un lieu, on s'est arrangé là-dessus. Ou récemment, je devais passer mon permis. J'ai dit à Ronicard, en fait, franchement, vous m'offrez mon permis, vous me mettez bien, et moi, je vous fais des vidéos. Et étonnamment, en fait, finalement, quand il n'y a pas d'argent, les gens sont plus motivés. Moi, je me sentais plus motivé, et eux aussi étaient plus motivés. Et je trouve ça cool de se dire, ok, comment on peut faire des échanges? Il faut trouver des valeurs qui sont équivalentes. Tu vois, il ne s'agit pas, si t'as un resto et que t'as un influenceur, te dire, je te paye un plat de frites et tu me fais 10 vidéos, tu vois. Il faut trouver un équilibre. Mais moi, j'adore toujours ce truc de troc, en fait. Je trouve que c'est intéressant et toujours quand j'ai des marques, j'essaie de voir, ok, au-delà de l'argent, qu'est-ce que vous pouvez m'apporter qui a une valeur et qui fait qu'on peut s'arranger. Tu vois, moi j'adore dealer quand je bosse avec le slip français, tu vois. J'ai des besoins de vêtements, de slip notamment, pour mon voyage à vélo parce que tu passes beaucoup de temps sur la selle. Et ça fait partie du contrat. Et je suis content parce que ça a de la valeur, c'est des beaux produits. Comme ça leur coûte moins cher, eux. Et puis ça montre que je suis vraiment intéressé par ce qu'ils font, quoi.
C'est dingue parce qu'en fait, tu utilises la création de contenu comme une sorte de super pouvoir aussi, qui te permet de débloquer ce dont tu as besoin. Mec, c'est un hack de fou. Ouais. C'est un hack de malade. Je te jure, t'as accès à des trucs. Il y a même une marque qui voulait me filer un frigo et un lave-vaisselle, tu vois. Et en échange, bien sûr, c'est pas, ça va être un travail. Mais c'est trop cool parce qu'effectivement, ça me coûte moins cher que si juste je le payais. Donc ouais, de fou. J'adore ce hack. C'est vraiment trop cool. Ouais. Et tu sollicites aussi souvent ta communauté. Tu leur demandes est-ce que vous connaissez un tel? Est-ce que vous avez une idée pour résoudre ce problème? Je sais pas à quel point c'est un enfer, mais souvent, pour moi, mes stories, c'est le bon coin. Tu sais, j'ai besoin d'un truc, mais ça peut être vraiment absurde. Je sais pas ce que j'ai demandé. Une fois, j'ai demandé le contact de Lena Situation, tu vois. Et j'ai eu. Incroyable. Et ce qui est fou, c'est que je pense que c'est pas arrivé une fois que je demande quelque chose et que j'ai pas une réponse qui est vraiment pertinente, tu vois. Parce qu'en fait, sur le volume, tu te dis, il y a forcément des gens. J'aime pas parler de communauté parce que je trouve que ce mot est un peu fort, mais en tout cas, mon audience, les gens, ils sont vraiment genre trop gentils. Tu vois, genre, je sais pas ce qui se passe, mais ça me fait trop plaisir. Ils sont toujours là à dire, ouais, mec, je vais t'aider et tout. Voilà, je sais pas pourquoi, mais ça me fait trop plaisir. Moi, j'ai posé beaucoup de questions d'affilée. Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Ouais, j'ai vraiment l'impression que la création de contenu, ça a changé ta vie, en fait. Depuis que tu t'es mis sur TikTok, t'es passé de photographe, de faire quelques courts-métrages, etc., à vraiment avoir ce super pouvoir de la notoriété. Tu peux nous parler un petit peu de comment ça t'a fait vraiment passer dans un autre monde, j'ai l'impression. Franchement, ça a changé ma vie de ouf. Là-dessus, c'est clair. Par contre, ce qui est important, c'est que c'est un long process. Moi, la création, ça m'a toujours animé, tu vois, depuis que je suis adolescent. Donc, c'est pas un truc qui est arrivé du jour au lendemain, tu vois. Mais aujourd'hui, franchement, sky is the limit. J'ai l'impression qu'il y a peu de choses qui seraient impossibles. Et donc, ta question, c'est comment ça a changé ma vie? Ouais, c'est ça. Et j'ai l'impression vraiment que c'est devenu pour toi. En fait, je voulais te poser cette question pour ensuite t'amener sur ton investissement dans la creator economy, vers les événements, etc. Parce que j'ai l'impression que tu y prêtes vraiment un amour, une attention de dire putain, c'est vraiment un truc de fou. Ça m'a changé la vie. Je sais que ça change la vie de plein de gens et j'ai envie que ça continue de changer la vie d'encore plus de gens, tu vois. Ouais, en fait, c'est vraiment ça. Moi, ça a vraiment changé ma vie. Tu vois, aujourd'hui, je pense que j'ai déjà réalisé tous mes rêves grâce à ça. Après, bien sûr, j'en aurai d'autres, tu vois. Mais il n'y a rien dont j'aurais envie aujourd'hui. Et je me dis, avec mon travail, mes efforts et le contact et l'expertise que j'ai, je pourrais pas les réaliser. Ouais. Surtout, même si c'est des trucs qui demandent un peu d'argent, tu sais aller chercher, tu comprends comment ça fonctionne. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est, tu vois, des créateurs où en fait, moi j'ai 30 ans, tu vois. Donc je me vois en eux quand ils avaient 25 ans et tout, tu vois, qui sont en train de réussir, mais pas trop. Et moi, c'est trop ces gens que j'ai envie d'aider. Ces gens où je vois un potentiel. Et je me dis, lui, il peut aller trop loin. Il faut juste qu'on l'aide un peu, qu'on lui donne la direction, tu vois. Je vais pas forcément aider des jeunes qui débutent parce que c'est un gars qui bossait dans une agence qui m'a dit ça. Il m'a dit, je suis d'accord, moi, je suis incapable de te faire passer de 0 à 1. Tu vois, c'est cette étape de créer une audience. Par contre, quand t'es à 1, je peux peut-être t'aider à passer à 5. T'as eu des mentors, toi, quand t'étais justement peut-être il y a, je sais pas, 4-5 ans dans cette étape où ça t'avait pas encore changé la vie? Il y a des gens qui t'ont inspiré, qui t'ont un peu pris sous l'oreille? Non. Ok. Non, et en même temps, moi je suis arrivé au début de TikTok, donc il y avait tout qui était à créer, et donc tu pouvais pas vraiment trouver des mentors. Et avant, tu vois, j'étais dans la photo, donc c'est un petit peu différent. Donc non, j'ai jamais eu de mentor. Peut-être que c'est pour ça que j'ai autant envie d'aider les autres. Je me dis, j'aurais aimé avoir quelqu'un qui m'aide, et du coup, j'ai envie d'aider. Ouais, je me dis, ça pourrait être par exemple quelqu'un du monde de YouTube, tu vois, qui est passé par l'historique de créateur de contenu, et qui se dit, tiens, il y a 10 ans plus tard, il y a le nouveau YouTube potentiellement qui est TikTok. C'est pas vraiment ce que disaient les gens. Je pense qu'ils disaient plutôt, putain, fais chier, il y a une nouvelle application. Ils avaient SEM en vrai. C'est sûr. Donc, non, malheureusement, je crois qu'il n'y a pas trop eu cette passation de savoir entre la génération YouTube et la génération TikTok. Tu penses quoi de ça, justement, génération YouTube vs génération TikTok? C'est qu'un peu presque un clash des générations, des habitudes de consommation, etc. En fait, je pense que ce qui est super intéressant, c'est qu'au début, YouTube, c'était la jeunesse, c'était Internet. Et en fait, aujourd'hui, c'est plus le cas. Et YouTube devient has-been. Moi, il y a des YouTubeurs, t'en parles aux jeunes, full has-been, tu vois. Et je pense que c'est normal. Et je pense que la génération TikTok deviendra has-been avec la nouvelle génération. Tu vois, en fait, TikTok, c'est comme une plateforme qui parle aux jeunes. Quand je dis YouTube, je parle bien sûr de ce que faisait YouTube avant.
Tu vois, maintenant, ils se sont adaptés et ils font le contenu Shorts, qui s'appelle Shorts d'ailleurs. Donc, c'est normal. Les choses évoluent et c'est vrai que peut-être que les gens se disaient, Internet, c'est gravé dans le marbre, c'est ces créateurs qui étaient les plus connus. Et aujourd'hui, en fait, quand tu parles aux jeunes, leurs références sont pas nos références, Norman, Cyprien et tous les youtubeurs, quoi. Tu penses que tu vas devenir un has-been, toi aussi, bientôt ? Alors, bientôt, je sais pas, mais pour moi, c'est une réalité. Quand t'es créateur, il y a un moment où t'es à la page, t'as la luminosité, t'as la lumière, je sais pas comment on dit, mais tu finiras par être dépassé. C'est normal et c'est sain. C'est sain que les générations changent et se renouvellent. Et je peux faire le parallèle avec la musique. Tu vois, les groupes de rock des années 90, ils sont un peu has-been, alors qu'à l'époque, ils étaient hyper hype. Même les groupes de pop des années 2000, tu vois. Et c'est normal que les générations laissent toujours place à des autres. Et je pense que l'inverse est bizarre. Et tu vois, sauf si t'as envie d'être une Madonna ou d'être un fou qui charbonne toute ta vie pour être au top, tu peux, mais est-ce que c'est... Moi, ça me fait pas rêver, tu vois. J'ai envie juste de kiffer et de partir quand mon temps sera fait, quoi. Et du coup, est-ce que ça veut dire que tu te dis aussi, bon bah là, j'ai peut-être quelques années, on va dire, de gloire, de surexposition, où je suis dans la lumière, justement. Il faut que j'en profite à fond et que je réalise tous mes rêves, comme tu disais. Parce que potentiellement, j'ai conscience que ça peut aussi se terminer, peut-être... je te souhaite pas bientôt, hein, bien sûr, mais dans quelques années. C'est sûr. T'as ça dans un coin de ta tête, ou au contraire, tu te dis non, il faut que je fasse tout pour justement que je dure le plus longtemps possible ? Moi, j'ai fait le deuil de ma célébrité, entre guillemets, déjà, tu vois. Je trouve que... J'en parlais avec Antoine Raka, un bon pote. Je lui disais, mais bon, je suis un peu drama queen. Tu vois, il y a un an, je lui disais, je pense que je vais arrêter TikTok. C'était cool, j'ai kiffé, mais c'est le moment de partir. Et là, je pense que je serai jamais autant exposé de ma vie. Peut-être que je me trompe, tu vois, mais en tout cas, pas moi, mais mon contenu. Parce que je pense que j'ai vraiment un truc d'alignement entre ce que j'aime. Tu vois, c'est un peu ce que les Japonais appellent l'ikigai. C'est cet équilibre entre ce que tu aimes, ce que tu sais faire et ce dont le monde a besoin. Et j'ai l'impression là d'être, tu vois, un peu dans un alignement des planètes qui fait que ça cartonne. Mais vu que je suis aussi un peu plus âgé, je prends ça avec vachement de distance. Et je sais que c'est très éphémère, que c'est pas du tout acquis et que c'est un cadeau, tu vois. C'est une chance infinie, il faut juste en profiter le temps que ça dure. Et pas avoir le seum quand c'est fini. Tu peux nous parler justement on a couvert le truc très rapidement, des événements que tu as commencé à organiser pour les créateurs. D'où ça t'est venu, cette envie, cette idée ? Parce que le résultat est très cool. Donc, je parlais des For You Night, il y a 2 jours, il y avait les For You Awards. Mais c'est beaucoup de taf de ta part. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'y mettre autant d'énergie ? Alors, For You Nights, ça a commencé il y a un peu plus d'1 an. C'est court quand tu y penses. Avec Adrien, du coup de l'agence Slick, on était sur le rooftop de mon appart et on se disait putain, on avait invité quelques créateurs. On se disait putain, il faudrait faire un truc pour les créateurs, un événement, tu vois. Donc on s'est associé avec Nora du coup du Guide Ultime et on a créé la première For You Night. C'était une soirée, il y avait 80 personnes. C'était des potes, tu vois, créateurs. On s'est dit c'est trop stylé. Après on a fait Pachamama, 300 créateurs. Non, il y avait eSpot avant, 300 créateurs. Après Pachamama, on était genre 600-700. Et après La Villette, on était plus de 1000. Et ensuite, je me suis dit, ah ouais, ça serait cool de faire les festivals de Cannes des créateurs et For You Awards, là, il y a 2 jours. Mais à chaque fois, en fait, c'est me dire, moi, je suis créateur, j'ai envie de faire des soirées où je voudrais être invité, tu vois. Et du coup, parce que là, t'es passé... En 20 secondes sur une soirée 80 personnes à je remplis le Théâtre du Châtelet avec 2000 créateurs. Comment parce que tu as fait appel à des sponsors, comment tu t'arrives à mettre ça en route, en fait, en route, littéralement. Comment tu sors ça de terre ? Et puis c'est des gros budgets, donc c'est pas forcément facile. Le secret, c'est d'y croire à fond. Et quand tu vas avoir un sponsor, c'est pas s'il te plaît, aide-moi à faire mon événement. C'est mon événement, il va exister, ça va être mortel. Tu viens si t'es chaud, tu viens pas, c'est pas grave, mais en tout cas, ça sera au Théâtre du Châtelet le 19 septembre. Et c'est dur, surtout pour une première édition, parce que t'as rien à montrer, tu vois. T'es en mode, ça va être trop stylé. Et là-dessus, je suis hyper reconnaissant avec YouTube. YouTube, ils nous ont soutenus sur cet événement, tu vois. Ils avaient juste confiance et ils avaient beaucoup de bienveillance, tu vois. Et ça m'a fait trop plaisir et ça a été une vraie aide. Ce qui aide aussi, c'est que quand t'as un vrai bon sponsor qui te dit, ok, Victor, on te fait confiance, les autres marques, elles sont là, genre, ah ouais, YouTube est là. Bon, bah, peut-être que c'est intéressant, ça tu vois. Ça légitimise le truc. Là. Et ça fait un peu prophétie autoréalisatrice, quoi. Mais je pense qu'on aura rendu honneur, donc je suis très très heureux de cet événement.
Comment est-ce que tu as réussi à mobiliser tout ce monde? Parce que sur scène, il y avait des gens, il y avait des créateurs, mais il y avait aussi Black M, des personnes. Moi, créateur, demain, j'ai envie de lancer un événement comme ça. Ça peut me paraître inaccessible. Tu peux nous raconter peut-être quelques anecdotes ou comment est-ce que tu as réussi à... Il y en a plein. Moi, pareil, j'ai fait un peu le show que j'aurais rêvé de voir et j'avais les opportunités. Je me disais pas, oh, j'ai envie d'avoir Orelsan sur scène, parce que ça marche pas comme ça. En fait, j'ai vu pour Black M et Taïk, c'est le même mode opératoire. Je scrollais sur TikTok et tu sais, tu vois, machin est abonné à vous en retour. Et en fait, les deux, ils étaient abonnés à moi. Du coup, je les ai DM. J'aurais dit, hey, salut, ça dirait de venir chez un petit événement et tout. Et moi, ce qui m'a étonné, c'est que dans les deux cas, c'était genre, ah ouais, grave. Et attends, je vais te montrer, je vais flex un peu. Putain, je suis désolé, mais je trouve ça trop cool. J'ai envoyé un message de remerciement. Black M dans tes DM. Bah, à Taïk. Et t'es mal le message. Ah ouais, on peut le lire ou pas? Ouais, bien sûr. Donc la réponse, c'est cool frérot, on est ensemble avec un cœur. Propre. Ça, c'est le genre de DM que tu gardes. Ah ouais, allez-y, mec. Allez-y. Et Marion Cotillard me suit sur Instagram. Donc ça sort le DM bientôt. J'ai DM, elle m'a jamais répondu. Elle va pas trop sur Insta, c'est pour ça. Ouais, je pense qu'elle est occupée, elle me répondra plus tard. Non, mais en fait, et c'est un truc que j'ai ressenti sur les événements. Tu dis aux créateurs, putain, j'ai envie de faire un truc pour la création. Tout le monde est trop chaud. Et là, après les For You Awards, plein de créateurs, Roman Dodwick, Donovan, plein de gens trop compétents, tu vois. Ils m'écrivent pour me dire, ah merci mec. Et moi je suis en mode, mais en fait c'est vous qu'on doit remercier, genre vraiment vous êtes venus, vous avez donné votre temps et votre énergie et votre talent pour m'aider à faire un événement cool, donc non, trop grateful. Et ce qui est trop cool, c'est que tout le monde était chaud. Toutes les personnes à qui j'ai proposé de passer, ils m'ont dit oui. Donc ouais, ça fait grave plaisir. T'as cette force de fédérer et je pense de montrer aux gens que le projet est possible et les aider à imaginer à quoi il va ressembler. Je pense que c'est une de tes forces. Et c'est probablement ça qui motive aussi beaucoup les créateurs et les gens avec qui tu travailles, quoi. Bah, en vrai, moi, les For You Awards, franchement, je l'avais en tête et c'était vraiment, je dirais, à 90% ce que j'avais en tête. Ce truc de l'écran géant, du trophée avec la main et tout, vraiment, j'avais quand même une vision de ce que je voulais, tu vois. Bon, bien sûr, il y avait plein d'erreurs et plein de bordel, hein, faut pas se mentir. D'ailleurs, je pense qu'on va se faire bien clasher là dans les médias les jours à venir, mais c'est aussi le jeu des médias, tu vois. Mais ouais, je pense que c'est hyper important quand tu montes un projet, ce genre de projet, il faut qu'il y ait un capitaine. Et pour le coup, j'étais pas capitaine dans tout, tu vois, toute la partie budgétaire, où c'est Nora et Adrien qui ont géré comme des oufs. Mais ouais, sur la partie vision et créativité, je savais où je voulais aller. Sans vouloir enlever de ta capacité justement à fédérer, comme disait Armand, t'arrives aussi dans un écosystème où en fait, il y a zéro événement pour les créateurs. Oui, c'est TikTokers notamment. Autant t'es youtubeur, t'es instagrammeur, t'es déjà dans les, j'ai envie de dire, dans les sphères de voilà, t'as des événements, t'es invité à droite à gauche. Quand t'es TikToker en 2020, 2021, il n'y a pas grand monde qui toque à ta porte pour t'inviter à des événements sympas. C'est même l'inverse, tu te fais maxi mépriser et si tu vas dans des événements YouTube et que tu dis bah, je suis sur TikTok, tu te fais pas très bien recevoir. Oui, c'est clair, au-delà de ça, ce qui fait que ça a fonctionné, c'est qu'il n'y avait rien, tu vois. Donc je pense que même si c'était un peu éclaté, les gens ils avaient rien, donc ils seraient venus quand même, tu vois. Donc oui, effectivement, bah, c'est être au bon endroit au bon moment, c'est sûr que ça joue. Hein. Je pense que ton taf avec ces événements et avec ton investissement dans la creator economy, on parlera aussi des creator talk, tu as participé... je pense que TikTok peut énormément te dire merci aussi parce que tu as participé à la légitimisation de plein de créateurs. De dire, en fait, on n'est pas juste des TikTokers, pas que des vidéos dans notre chambre à faire des danses, etc. En fait, c'est ouf parce que tu vois, ce que tu dis, on revit ce que vivait YouTube à une époque. Incroyable. C'est fou, hein. On peut se dire, avec le temps, c'est bon, les gens ils ont compris que sur Internet, tu peux t'exprimer, tu as plein de choses à dire, tu peux être artiste. Et non, on revit ce truc de, ah ouais, tu fais de la danse, quoi. T'es TikToker, tu danses, quoi. Ouais, carrément. C'est dingue, hein. Comme YouTube, il y a 10 ans ou 12 ans, on disait c'est un cycle. Tu fais des vidéos de chat sur YouTube, des trucs de gaming, etc. Bah non, en fait, il y a tellement d'autres choses, quoi. C'est clair. TikTok, c'est un monde à part. Et je pense que plein de TikTokers aussi en ont bénéficié indirectement de se dire, en fait, du coup, les marques te considèrent plus, donc tes revenus vont augmenter, etc. Donc t'as tiré un peu tout l'écosystème vers le haut avec ce genre de choses, quoi. Bah après, tu vois, et c'est marrant parce qu'au For You Awards, quand ils gagnaient des prix, on sentait que les gens ils se sentaient trop illégitimes. Tu vois, je vois sur le prix de la communauté,
La meuf, elle a quand même ramené 30 000 personnes pour aller voter sur un site internet, tu vois. Ouais. Donc, elle a quand même une force de frappe. Et quand elle répond, elle est là, genre, ouais, moi à la base, je fais juste des vidéos dans ma chambre. Et tu dis, en fait, ils sont quand même. Ils sont très dévalorisés et ils se rendent pas compte de leur valeur. Et c'est dommage parce que cette valeur, on peut aussi la monétiser et ça peut être une manière d'en vivre. Parce que, ouais, quand tu fais des dizaines de millions de vues par mois, eh ben, t'as quand même une valeur, quoi. C'est clair. Cet événement, un des points qui j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'il a aussi apporté beaucoup de légitimité aux créateurs TikTok aux yeux des marques. Tu vois, dans l'audience, il y avait des marques, il y avait des annonceurs qui étaient venus, mais des annonceurs plus traditionnels. Et ce que je trouve dingue, c'est qu'aujourd'hui, ces gens-là se disent « Ah ok, peut-être qu'il faut que j'aille sur TikTok ». D'après toi, quels sont les autres impacts de ce genre d'événement ? Je pense qu'on peut valoriser la création. L'idée, c'est de dire les créateurs sont des artistes. Moi, c'est vraiment mon combat, tu vois. Pas tous, forcément, mais j'ai envie de légitimer. Et en fait, franchement, ça peut paraître ambitieux, mais j'ai envie que ça soit plus un sujet pour la jeunesse que le Festival de Cannes. En vrai, je pense que c'est déjà le cas, parce que personne vraiment qui est jeune parle de Cannes, tu vois. Mais voilà, que ce soit, ah oui, qui est nommé, qui mérite, j'ai trop envie de voir, j'ai trop envie de me battre pour mon créateur. Et ouais, c'est valoriser la création et que les gens viennent récupérer leur prix, parce que c'était pas forcément le cas à la première, et qui kiffent, ils disent putain, je suis content, j'ai une reconnaissance du milieu, quoi. Ouais. C'est l'objectif. Et ouais, donner de la force à tous ces créateurs de talent qui, parfois, je trouve, manquent de confiance en eux. Ouais. Mais tu peux comprendre, parce qu'ils se font descendre par tout le monde, quoi. Donc, par les marques, par les agences, par les abonnés, par les gens dans la rue, donc... C'est pas un métier facile, créateur. Bah ouais, surtout TikToker. Ouais. Les gens, aujourd'hui, c'est encore péjoratif de dire je suis TikToker, quoi. Ouais. Ouais, ça me fait penser à YouTube qui avait, je pense que c'était il y a quelques années, pour changer la perception des gens, ils prenaient des créateurs de contenu j'ai pas envie de dire de qualité, mais des contenus qui sortent un peu de l'image que se font les gens de YouTube. Ouais. Donc ils avaient travaillé par exemple avec Hervé Cuisine, qui fait des super vidéos sur la cuisine, et pourquoi pas Colline et 2-3 autres créateurs. Et ils les affichaient en énorme sur des spots assez traditionnels. Donc je sais plus s'il y avait la télé, mais c'était dans le métro, dans les gares et tout. Donc je trouvais ça dingue d'utiliser des médias assez classiques pour dire, bah regardez, en fait, YouTube, c'est pas que des vidéos de chats ou de la danse. Et TikTok fait pas trop ça, j'ai l'impression. Je pense que YouTube, le combat, il est gagné. Parce que les jeunes, ils ont vieilli. Ouais. Et du coup, maintenant, tout le monde sait que tu vas sur YouTube pour regarder plein de contenus différents. TikTok, à mon avis, ils vont se battre sur cette problématique. Moi, à l'époque où j'étais pas en contact avec eux, ils me disaient tout le temps, nous, notre combat, c'est TikTok, c'est pas que de la danse. Ouais. Là, vous avez dû le voir, ils lancent un énorme programme créateur qui va, à mon avis, foutre le bordel dans les réseaux. Ça va être un truc de fou. S'ils le tiennent, ça va être révolutionnaire. Tu parles de la monétisation ? La monétisation à 1 euro les 1000 vues. Ouais. Voilà, je crois que ça a été officiellement annoncé. J'espère. Tu parles de TikTok ? Ouais. TikTok Amplify, je crois. En tout cas, dans le feed, il propose à certains créateurs de postuler pour le rejoindre. C'est ça. Je sais pas si ça a été annoncé officiellement, on verra. Moi, j'avais un NDA. N'hésitez pas à le dire si c'était... Oui, bon, de toute façon, on verra en fonction de la date de sortie aussi de l'épisode. Mais je pense que c'est bon parce qu'il y a plein de créateurs qui sont dessus. Donc en gros, ce programme, c'est un programme pour les créateurs. Tu peux rejoindre à partir d'un certain nombre d'abonnés. Et pour tes vidéos de plus d'1 minute, tu touches 1 euro pour 1000 vues, ce qui est complètement insane. Ouais. Par rapport à l'ancien programme créateur et par rapport à la moyenne de ce que tu gagnes sur les plateformes, c'est monstrueux. Tu vois, ça va permettre à tous les créateurs qui sont relativement visibles de pouvoir compter que sur ça pour vivre. Et donc en fait, ça change complètement le modèle. T'es plus dépendant des marques, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux réinvestir aussi cet argent, qui est plus légitime aussi. S'ils le tiennent, je sais pas comment financièrement ils vont faire, mais s'ils le tiennent, c'est une révolution. Tu penses qu'ils ont lancé ça pour envoyer un message aux créateurs et leur dire c'est bien, vous avez grossi sur TikTok, mais partez pas, restez ici parce qu'on peut payer? Moi, je pense qu'ils ont regardé le passé, ils ont vu comment YouTube a tué Vine en disant aux créateurs c'est ici vous allez gagner de l'argent, et ils se disent waouh, à mon avis YouTube va contre-attaquer fort aussi, tu vois. Bah, ils l'ont annoncé hier. Ouais, et je sais pas si t'as vu, il y a eu un événement hier, alors aujourd'hui on est le 21 septembre. Ok, non. Et hier après, il y a un gros événement YouTube. Ouais. Je viens de faire une vidéo TikTok dessus, juste pour ça, je suis au taquet. C'était en France ? Non, c'était aux US. Ok. Et ils ont annoncé que début 2023, la monétisation des shorts, le même programme que pour YouTube classique, s'ouvrait aux shorts. Ouais. Et qu'en gros, ils vont mettre des pubs entre les shorts, comme sur TikTok, et faire un partage de revenus avec tous les créateurs sur YouTube Shorts.
Donc ça, plus quelques autres annonces en complément, mais c'était surtout ça le gros du truc. Ouais. Et en gros, c'est comme ce qu'est en train de faire TikTok, quoi. Donc la bataille pour les créateurs courts, elle est plus que jamais relancée. Moi, ça me fait plaisir, parce qu'en fait, aujourd'hui, on valorise les créateurs. Et ce qui a de la valeur, c'est les créateurs. Et maintenant, les plateformes se battent pour dire aux créateurs, restez chez moi, venez chez moi, vous allez toucher de l'argent. Et ça fait tellement plaisir. De ouf. Et surtout que donc, ça rebat un peu les cartes entre créateurs et plateformes. On en parlait hier avec Théo. Ça rebat aussi les cartes avec les marques. Parce que si tu es créateur et que tu sais que tu vas toucher, j'en sais rien, 1000 ou 2000 balles avec une vidéo, bon, bah, tu as peut-être moins besoin de faire appel à Coquillette ou j'en sais rien pour sponsoriser. Enfin, c'est pas... Coquillettes sont incroyables. Ils sont incroyables, bien sûr. N'importe quelle marque pour sponsoriser tes vidéos. Tu vois, potentiellement, tu peux augmenter tes prix et tu vois, le rapport, il est aussi... Ça tire tout le monde vers le haut, en tout cas. Moi, je te parle en tant que créateur. Si les programmes de monétisation restent et sont stables, je crois que je fais plus d'OP. Genre, j'en fais une, mais vraiment de temps en temps, avec des marques que je kiffe de ouf, quand le projet il est trop intéressant. Mais sinon, je me prends pas la tête. C'est fini. Et ça, c'est ouf. Là, souvent, et c'est le cas de beaucoup de créateurs, franchement, j'ai l'impression de vendre mon temps et l'attention qu'il m'a accordé à des marques. Parce que c'est le seul modèle qui existe aujourd'hui. Sauf pour Guide Ultime, parce qu'on a vraiment réfléchi à un vrai truc, tu vois, parce qu'on est une vraie boîte, et on peut pas faire des dingueries comme moi tout seul. Mais ouais, franchement, tu parles à la plupart des créateurs, ils le font pour l'argent. Bien sûr, c'est normal, on a besoin de vivre, tu vois. Bien sûr. Mais demain, s'il y a une alternative, putain, en termes de liberté de création, de contenu, c'est trop cool. Et moi, je vois plein de créateurs, là, j'espère que ils vont se débloquer ce fonds très vite, parce qu'en fait, tu tires un salaire, et c'est merveilleux. Franchement, c'est fou. TikToker devient un métier, quoi. Plus besoin de... TikToker devient un métier en soi. Tu vois, rien qu'avec TikTok. Et j'ai hâte de voir ce que va faire Shorts et peut-être Instagram aussi. Je serais étonné qu'ils répondent pas avec un truc similaire. Il va encore faire une annonce Adam Mosseri. Un de ses tactiques. Au fait, d'ailleurs, on va changer. Je sais pas si c'est le bon moment, mais j'aimerais bien qu'on parle un peu de tes rêves. T'as dit j'ai réalisé tous mes rêves. Tu peux nous parler peut-être d'un de tes rêves le plus ambitieux, celui qui t'a le plus marqué, et comment est-ce que tu l'as réalisé grâce à la création de contenu? Moi, j'avais envie de faire un tour du monde. Et ça, j'ai réalisé grâce à la photographie. Tu vois, je faisais des photos, j'ai gagné de l'argent, je suis parti voyager. Après, je pense que j'ai des rêves plutôt court-termistes. J'ai vraiment pas de vision long terme, tu vois. Je sais pas du tout où je serai dans 2 ans, tu vois. Et du coup, à chaque fois que j'ai des rêves, je me motive et j'ai fait... Là, mon dernier rêve, c'était For You Awards, tu vois. Donc, j'ai fait... Là, j'ai envie de faire Paris-Dakar à vélo. Donc, je pars la semaine prochaine. Comment tu t'es préparé? Parce que c'est un... très peu, hein. Vraiment. Mais là, je suis un peu mieux préparé. Je vais à Decathlon à Lille. Ça se trouve, on pourra peut-être se capter. Ils me filent un bon vélo. Parce que le désert, c'est un peu chiant. Et ils m'ont filé un bon sac de couchage aussi. Et une bonne tente. Donc big up, pareil, tu vois, Decathlon, super matos. Je préfère grave qu'ils me donnent ça plutôt qu'ils me donnent un peu d'argent. Et donc, je suis très peu préparé et ça m'amuse. Parce que voilà, je limite les risques et j'accepte la part d'inconnu là-dedans. Et tu fais quoi? Tu y vas à la boussole? Ou tu as un itinéraire? Tu l'as préparé un peu ton itinéraire? Non, globalement, je roule vraiment vers le sud. Ok, sud, direction... direction Dakar. Ok. J'ai 2-3 points où je sais que j'ai envie de m'arrêter, chez ma grand-mère, à Lyon chez des potes, au nord du Maroc et tout. Mais sinon, c'est un peu en fonction des gens qui veulent me loger, ou comment je me sens, s'il y a de la montagne ou pas. Mais je suis assez... je pense que j'ai une très bonne capacité à accepter l'imprévu. Et l'inconnu aussi. Parce que le voyage, ça t'apprend ça. Ça t'apprend à ne pas savoir où tu vas vivre, où tu vas dormir, ce qui va t'arriver, qui tu vas rencontrer. Donc en fait, tu vis avec cette incertitude quotidienne. Et cet inconfort qui est très différent de ce que tu as l'habitude de vivre dans nos sociétés. Tu vois, où tout est très régulé. Tu connais le métro, tu sais où tu vas, tu sais où tu manges, tu sais où tu dors. Voilà. Et raconte-nous une anecdote, peut-être au Maroc ou quelque chose d'un peu... Alors, ce qui est ouf, il y en a 1 milliard. Au Maroc, anecdote, une meuf qui voit mon TikTok, qui en parle à son oncle, qui a un 5 étoiles resort de ouf dans le désert, qui m'envoie un message, j'étais pas loin, je roule, je traverse le désert à vélo, trop chiant. J'arrive, tombé de la nuit, j'avais pas de lumière, galère de ouf, et j'arrive au dernier moment, et c'est un truc de malade dans le désert, c'était fou. Donc elle t'a invité pour que tu passes quelques jours là-bas, quoi. Ouais, que je dorme et tout, dans un truc de luxe, de malade. Ça, c'était marrant, et sinon... Qu'est-ce que je peux raconter d'autre comme anecdote? Franchement, il faudrait voir mes TikTok. Hein. Mais
trop de trucs, trop de gens, trop de rencontres. Tu t'es déjà retrouvé un moment où peut-être tu étais en danger ou dans une situation très compliquée? J'ai eu un danger, je pense, pour ma vie qui était réel. C'était quand j'étais au Mexique. Je roulais et il y a un chien sauvage qui m'a couru dessus. Et c'est vraiment un chien, je voyais dans son regard, c'est un loup, tu vois. Ouais. Genre, il est croc et tout, et il a envie de te tuer. Ça m'a glacé le sang. Wow. Et il s'est passé un truc un peu bizarre, hein, c'est que j'ai été vraiment en mode automatique. Tu sais, j'ai senti ma vie est en danger, j'avais pas d'émotion. J'ai reculé, j'ai tracé à vélo, et j'ai eu une chance, c'est qu'une voiture est passée. Et du coup, elle a effrayé le chien qui est parti. Et du coup, ouais, le plus gros danger que j'ai découvert en rencontrant des voyageurs à vélo, c'est toujours la même chose, c'est des chiens sauvages. Ok. Voilà, c'est le vrai danger. Finalement, les voitures, elles te font attention, le reste, ça va, mais les chiens sauvages, c'est le plus imprévisible, le plus qui en veut à ta vie, tu vois. Ouais. Voilà, donc là, je vais prendre des trucs anti-chiens sauvages. Ah ouais? J'ai appris de mes erreurs, ouais. Une espèce de gaz lacrymo pour les chiens? Je crois qu'il y a un truc qui fait du bruit, okay. Et t'as un autre truc, effectivement, qui, si s'approche, tu leur fous ça. Ouais. Bon à savoir, je me serais jamais dit que c'est ça le gros danger, tu vois. Les ouais, non, c'est vraiment ça. Okay. Tu te trimbales avec un petit steak, et dès qu'ils arrivent, tu prends le steak, tu le balances. Un truc horrible qui pue, c'est au bout de 3 jours. Ouais, non, bah, c'est la seule fois dans tous mes voyages à vélo où je me suis vraiment senti en danger. Hyper intéressant. Moi, j'aimerais bien parler aussi de ta récente série de vidéos. Ok. En mode témoignage où tu parles avec les gens que tu rencontres, je crois, dans la rue et tu leur demandes de partager leurs expériences. Ouais. C'est très différent de ce que tu faisais avant, que ce soit la bouffe ou tes voyages, etc. Ouais. Déjà, comment ça t'est venu cette envie de partager ce genre de vidéos? Il y a 2 trucs. Le premier, c'est mon inspiration, un gars qui s'appelle Hunter Prosper, un Américain incroyable et qui est d'ailleurs passé à Paris, que j'ai rencontré du coup. Trop bien. C'était trop cool. Ce mec est dingue et ses vidéos sont à son image exceptionnelle, hyper humain et tout. Il y avait ça, et il y avait, en fait, j'étais dans un tour en van dans le sud, et il y a une meuf et tout, on parlait, et je sentais, tu vois, qu'elle voulait s'exprimer sur le décès de son mari. Et juste avant, je lui avais dit que j'étais TikToker, je faisais des vidéos et tout. Et en fait, j'ai senti qu'au-delà de moi, elle voulait vraiment partager son expérience. Et en fait, je lui ai demandé, j'étais un peu honteux, genre, est-ce que peut-être tu veux que je te filme? Elle m'a dit genre oui, mais tu vois, un oui de... Et en fait, j'attendais que tu me demandes et j'ai envie que des gens entendent mon histoire et tout. Et c'est une vidéo que j'ai trouvée trop touchante et en fait, j'ai appris que j'adorais ça en le faisant, tu vois, en même temps. Donc j'ai filmé, je me souviens quand j'ai publié, j'étais en mode, qu'est-ce que ça va donner? Peut-être que les gens vont dire, tu vois, ça va pas du tout les toucher, ils vont trouver ça juste trop bizarre et pas du tout, comment dire, raccord, pas du tout pertinent, ouais, tu vois, comme contenu. Et en fait, j'ai eu trop de messages vraiment incroyables. Et là, je me suis dit, bah pareil, je pense qu'il y a un truc qui peut vraiment intéresser les gens et que j'ai envie de développer, quoi. Et du coup, aujourd'hui, concrètement, comment tu fonctionnes par rapport à ça? Tu te balades dans la rue et tu trouves des gens qui ont l'air d'avoir des histoires touchantes à raconter? Comment ça se passe? Je regarde pas au visage des gens. Je savais pas de me dire, lui, il a une histoire, il est bankable. Déjà, ce qui est fou, je pense que c'est que tout le monde a des histoires intéressantes. Je pense que personne ne serait pas un bon sujet. Disons que le seul défaut, c'est que moi, des fois, je suis pas dans la bonne condition mentale pour être un bon intervieweur. S'il n'y a pas une bonne vidéo, c'est moi qui n'ai pas su poser les bonnes questions. Mais à partir du moment où tu existes, c'est que tu vis, tu ressens des choses, tu as des traumatismes, tu as des peurs, tu as des craintes. Tout ça, c'est très humain, en fait. Ouais. Et du coup, moi, mon travail, ça va être de ressortir quelque chose que je trouve intéressant, un peu poétique, un petit peu sensible de la personne. Mais je suis jamais sorti d'aucune interview en me disant cette personne n'est pas intéressante. Et tu publies toutes tes interviews ou alors parfois tu te dis non, c'était peut-être pas... Non, je publie pas. Quand ça marche pas, c'est quand j'arrive pas à faire oublier les gens à la caméra. Tu vois, et en fait, les gens ils ont l'impression de passer sur M6 et en fait ils jouent un personnage, tu vois. Et du coup, c'est trop pas sincère et ça m'arrive que les gens du coup arrivent pas à oublier la caméra. En général, je montre pas ce que je fais sur Instagram, notamment quand c'est des jeunes, parce que ça crée un truc de ah ouais, je vais être vu ou ah ouais, t'es connu, tu vois. Donc c'est une relation pro, tu vois. Et ça, je cache pas du tout. Hein. Je dis clairement que je fais des vidéos, que ça va finir sur TikTok, que potentiellement ça va être vu. Et si on me demande, je dirais bah oui. En général, je fais plutôt des millions de vues. Mais il faut garder cette sincérité et ce côté échange naturel. Et c'est pour ça qu'en fait, souvent mes vidéos sont archi mal cadrées. Moi qui adore la photographie de base, tu vois, c'est qu'en fait, j'attache tellement d'importance à l'échange que finalement, l'image, elle passe en second plan. Et je sais que, tu vois, si je remonte la caméra comme ça, en fait, tu perds la connexion.
donc je suis prêt à sacrifier. Et des fois, je découvre, tu sais, quand je regarde mes rushs, il y en a eu notamment sur le gars qui est fermier, l'agriculteur, pardon, où j'ai tellement pas bien cadré. Il y a des moments où on voit son cou, tu vois. Et quand j'ai vu les rushs, j'étais en mode, mais putain. Mais t'as publié quand même. Ouais, parce que ça aurait été trop belle. Et finalement, c'est ça qui compte. Et personne m'a dit, par contre, Victor, ton cadre, c'est vraiment de la merde. Hein. Tu vois, en fait, tu passes outre ça, tu t'intéresses à l'histoire. Ça rend presque le truc encore plus authentique où, en tant que spectateur, t'as l'impression d'être assis, c'est entre Victor et la personne qui raconte son histoire et d'écouter presque. Ah, c'est intéressant. Ok, c'est un code narratif en plus. D'accord. Je sais plus si c'est l'histoire du fermier, je me souviens plus de son prénom, mais tu peux nous raconter peut-être l'histoire de la cagnotte ? Ouais, c'est le fermier. C'est le fermier. Parce que c'est intéressant de voir à quel point aussi, au-delà des vertus un peu de prendre du temps pour partager ton histoire, ça a eu un impact sur la vie de plusieurs personnes. Ouais, de fou. Tu peux nous raconter quelques anecdotes ? Bien sûr. Alors le fermier, c'est marrant, tu sais, des gens, ils écrivaient en cagnotte, en commentaire, fais une cagnotte. On peut peut-être juste rappeler pourquoi. Parce qu'il parlait il avait un projet, tu peux nous raconter peut-être. Il rêvait de voyager en van à travers la France, et il n'avait jamais pu parce qu'il a passé sa vie à travailler. Et les gens, ils demandaient ça en commentaire, fais une cagnotte, je recevais des DM et des mails et tout. Et moi, j'étais en mode, je sais pas, je me sens pas légitime, c'est bizarre. Et lui, il m'a pas demandé, tu vois. Et j'ai pas envie que les gens ils aient l'impression que, voilà, j'mène un combat qui est pas forcément le leur. Donc moi, j'étais en mode bof. Mais Justin, son fils, du coup, me disait pareil, qu'il recevait des messages parce qu'il avait partagé la vidéo. Je lui ai dit, bah écoute, toi, si tu veux t'occuper de la cagnotte, fais-le. T'es beaucoup plus légitime que moi. Et moi, par contre, je la partage. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait assez tard. Donc après 90% des vues. Mais que malgré tout, elle a eu, je crois, 6 ou 7 000 euros, quoi. Et que les gens ont donné, je crois qu'il y a eu 70 personnes qui ont, même plus, une centaine peut-être, il faudrait aller voir. Mais ouais, des gens des inconnus qui ont dit, ok, je vais partager, je vais aider cette personne à voyager. Et ça, je trouvais ça complètement dingue. Ah, c'est incroyable. Ouais. De dire que potentiellement, il a réalisé son rêve, qu'il ne pouvait pas faire. Ouais. Au-delà de l'impact de la visibilité, c'est réel, tu vois, c'est ce truc. Il a dû péter un câble parce que lui, il savait pas trop qui j'étais, tu vois. Je débarque. Je connaissais son fils. C'est comme ça que je l'ai rencontré. Et il fait cette vidéo et je pense qu'il doit pas comprendre vraiment, tu vois, genre les réseaux, c'est quoi, comment ça se passe. C'est marrant. Ouais. Et c'est bien parce que tu vois qu'il y a des choses réelles, tu vois. C'est une toute petite échelle, mais des gens comme les Z-Event, tu vois, le font un truc gigantesque. Et c'est vrai que le problème des réseaux, c'est des fois, t'es trop dans les chiffres et tu vois plus le réel derrière, quoi. J'avais une question en tête, mais elle vient de me filer tellement j'étais plongé dans cette histoire. T'en as d'autres, des histoires peut-être ? Des anecdotes à partager. Plein de messages. Les gens qui partagent, quand je les mentionne, ils me disent ouais, c'est incroyable la quantité d'amour. Ah si, j'en ai une récente. T'en as un, c'est un jeune qui a atteint d'un cancer, qui a 12 ans. Il s'appelle Hugo. Et il disait, moi j'adore les mangas. Je lui demandais, est-ce que t'as un rêve ? Il dit ouais, d'avoir plein de mangas. Et il a reçu des centaines et des centaines de mangas. Je peux vous montrer une photo. Lire, là. Ouais. Et il y a sa maman qui m'a envoyé une photo d'un gars qui est venu avec une... Attends, faut que je te la retrouve. Avec une montagne de mangas et qui l'a refilé. Je crois que c'est sur Instagram. Elle est super touchante, l'histoire d'Hugo. Ouais. C'est terrible de voir... C'est ma vidéo préférée. Regarde-moi ça. Je sais pas si tu vas montrer à la caméra. Ouais, c'est ouf. Tu nous enverras la photo dans le truc. Donc là, pour les auditeurs, il y a 2 personnes, dont Hugo et visiblement quelqu'un qui a vu une de tes vidéos, qui lui ramène, je crois que c'est à l'extérieur dans un bar ou dans un resto, une pile de mangas. Une pile d'une vingtaine de mangas neufs. Ouais, de son manga préféré du coup. Je crois que c'est Demon Slayer. Ah, pas mal ce manga. Toi, t'adores les mangas d'ailleurs ? T'as quelque chose avec la culture japonaise, si je dis pas de bêtises ? Ouais, j'étais très fan quand j'étais adolescent de toute la pop culture japonaise et je me souviens, c'est marrant, ça c'était un de mes rêves. Quand j'étais ado, je rêvais d'aller au Japon et je me souviens que dans ma tête, je me disais ouais mais non, c'est impossible, tu vois. Et là, je me rends compte que j'y suis allé 2 fois et je vais sûrement y retourner. Et j'adore. Enfin, je sais pas, ils ont un rapport avec l'art, la création. Tu vois, les mangas, il y a un truc très sincère et plein de... comment dire, les gens, ils ont plein de faillures, tu vois, de problématiques. Alors que, comparé à ça, la BD franco-belge traditionnelle, tu vois, Tintin, Lucky Luke, t'as pas vraiment des personnalités qui sont développées, des caractéristiques, tu vois, émotionnelles ou personnelles. Et du coup, moi, les mangas, je trouvais ça trop relatable, tu vois.
tous ces gens et tout qui étaient très humains en fait. Ouais. On dirait parfois des livres de développement personnel, les mangas presque. Il y a vraiment de ça, maintenant que tu fais la comparaison, il y a un peu de ça. Tu commences et après tu grandis et tu deviens meilleur et tu trouves en toi la force d'exister. Ouais, c'est vrai. Moi, je pourrais pas trop suivre dans le délire, j'étais pas trop manga. Moi, j'ai découvert ça assez récemment, avec Demon Slayer, avec Attack on Titan et... Ah ouais, toi t'es late to the party, ouais. Ok, trop marrant. Mais justement, je regarde de plus en plus et je trouve ça assez dingue. J'avais une question sur ton contenu et sur ta ligne édito, tu vas en parler au tout début. Ouais. Comment tu fais l'équilibre entre ce que tu as envie de faire et ce qui peut plaire à l'audience? De ce que je comprends, toutes tes vidéos, quand même, c'est une bonne part de kiff, tu vois, c'est ce que tu as envie de faire. Mais peut-être que tu t'es déjà dit, j'aimerais trop faire ça, mais en fait, la vidéo va être nulle et ça va pas plaire, tu vois. Est-ce que c'est un process égoïste ou est-ce que c'est un process, au contraire, communautaire de dire, je veux faire des vidéos pour mon public? Ouais, archi égoïste. Je vais pas te mentir, j'ai envie de faire un truc, je le fais. Bien sûr, si ça marche pas du tout, je me remets en question. Ouais. Mais ma philosophie, c'est si j'ai vraiment envie de faire un truc, il y a des gens qui vont s'y retrouver et qui vont kiffer. Et c'est pour ça que j'ai pas peur de passer du coq à l'âne du jour au lendemain, tu vois. Parce que je me dis, il y a plein de gens qui sont des abonnés, je pense que je vais avoir un taux de désabonnement assez élevé, tu vois. Ouais. Et c'est aussi pour ça que j'ai pas l'impression d'avoir vraiment une communauté, parce que j'ai pas forcément fédéré des gens autour d'un sujet ou d'un truc, ou même pas forcément de moi, tu vois, parce que mes vlogs, je suis très visible, mes témoignages, on me voit pas du tout. Et à food, on me voit très peu, tu vois. Donc, non, moi mon drive, c'est le kiff. Vraiment, c'est ça, quoi. Et je pense que si je prenais pas de plaisir, je ferais pas de contenu. Ouais. Et au final, je pense que t'as peut-être perdu des abonnés, effectivement. Mais par contre, ceux qui sont restés, ils sont encore plus attachés à toi, tu vois. Ça renforce ton image. Ouais. T'as par exemple, je sais pas si je reprends ce triptyque de food, trip, vidéo, vélo et histoire touchante, etc. Une personne qui te connaît via ces trois types de contenus, il se dit, en fait, je connais le vrai Victor, c'est un mec qui a plusieurs facettes, parce qu'on a tous plusieurs facettes. Bien sûr. Et on se dit, du coup, je suis encore plus attaché à cette personne, quoi. Mais ça, c'est comment ça s'appelle, les relations parasociales, non? Ouais, les parapotes. Les parapotes, ouais. C'est juste qui parle de ça. C'est un peu bizarre parce que, franchement, les gens, ils me connaissent pas. Ça serait mentir que dire ça. Ils voient des parts de ma personnalité, mais c'est une prestation. C'est moi qui crée quelque chose du contenu. Et bien sûr, moi, je suis très sincère, donc je pense que c'est vraiment une part de ma personnalité. Mais ils me connaissent pas vraiment, tu vois. Et là-dessus, je suis assez à l'aise avec ça. J'ai pas envie de créer ce truc de on est potes, on se connaît, on est ensemble. C'est pour ça que j'aime pas le mot communauté. Okay. J'ai pas l'impression d'avoir une communauté. J'ai pas envie je rassemble pas les gens. Moi, je propose du contenu. Les gens qui kiffent le regardent et qui kiffent pas, ils regardent pas, tu vois. Mais je crains que que ce soit un peu malsain de trop créer un sentiment de relation avec des personnes qui n'existent pas vraiment, tu vois. Moi, il y avait un gars, c'était un sujet sur le guide ultime, un gars qui nous écrivait énormément des trucs un peu personnels et en mode putain, on est 100, on est potes. Et du coup, notre CM répondait vachement hyper sympa et tout, en mode vas-y. Et moi, je dis en fait, c'est dangereux parce que tu crées en lui une attente et un sentiment de relation qui n'existe pas. Tu vois, et moi, j'ai pas envie de ça et j'ai pas envie que les gens, parce que je suis pas la bonne personne pour ça. Et j'avoue que ça me fait un peu peur. Surtout si c'est en l'occurrence ta CM qui parle presque en ton nom, il se dit, tu sais, il y a un peu une asymétrie d'information où j'ai l'impression de parler à Victor et en fait non, c'est un CM qui me parle. Je peux me sentir floué, tu vois. Et puis surtout, moi, des fois, donc ça c'est sur le guide ultime, mais sur mon compte perso, c'est moi qui réponds. En fait, j'ai rencontré des gens qui me disent on s'est parlé sur Instagram et tout. Et en fait, je réponds, je dois recevoir, je sais pas, 30 messages par jour sur Instagram, tu vois. Donc des fois, je réponds merci beaucoup et tout. Et en fait, je me rends compte que c'est très important pour les gens. Alors pour moi, j'ai aucune idée à qui j'ai répondu. Et ça, je me dis, c'est très asymétrique. Ouais. Toi, tu réponds à 30 DM dans la journée. Tu vois. T'es le DM à qui ils ont répondu. Ouais, c'est Victor Apchi m'a répondu, peut-être. C'est comme Taïk tout à l'heure. Oui, exactement. Du love, ouais, c'est clair. Je pense que Taïk, quand il a répondu, il était en mode, oh lol. Tu vois. Et fait son copier-coller. Tous ces contacts, force frérot, ensemble. Non, effectivement. Et je pense que c'est exactement la même chose. Et moi, et pareil, je suis premier fan de gens et quand, tu vois, je rencontre des gens que je kiffe, je suis là. Tu vois, c'est ce que je dis avec Parlant Cotillard. J'étais tellement saucé quand j'ai vu qu'elle m'a follow. Donc, effectivement, je ressens aussi en tant que fan, tu vois. C'est le sujet d'une chanson de Pascal Obispo. Laquelle ? Fan. Ah oui, fan, ouais. Non, mais ouais, je pense qu'il faut faire gaffe à ça. Ouais. Je pense que c'est pas forcément très bon et je pense que c'est
pas bon, toi, en tant que créateur, parce qu'après, t'as l'impression d'être aimé, et tu crées un truc où si tes vidéos marchent moins, t'as l'impression d'être moins aimé et d'avoir moins de valeur en tant que personne. Et il faut, à mon avis, vraiment différencier toi et ta personne, et toi, le créateur, et ce que tu proposes comme contenu. Il y a beaucoup de créateurs qui ont été impactés, dont la santé mentale a été impactée par leur activité. Ça t'a touché, toi ? Est-ce que tu as eu j'ai l'impression que c'est un métier créateur de contenu où tu as des phases de up énormes et des phases de down énormes aussi. Ouais, je pense que tu as une putain d'addiction à la dopamine, des vidéos qui performent, qui font des millions, où tu te sens trop valorisé et où tu te sens moins. Franchement, ça serait mentir que dire que non, ça m'impacte pas, mais j'essaye vraiment de prendre un maximum de recul. Tu vois, quand je fais une vidéo, j'ai mis le cœur et que je vois que ça marche pas, t'es forcément archi impacté. Et moi, je suis au max pour pas que je me dise putain, ma journée elle va être ratée par rapport à ça. Et pareil, il faut vraiment prendre du recul quand une vidéo marche. Tu sais, tu sens mais vous la vivez, je suis sûr que vous la connaissez, cette excitation. Putain, la vidéo elle cartonne, elle monte, t'as envie d'aller voir, de lire les commentaires et tout. Et ouais, ça c'est dangereux, je pense. Donc faut faire super gaffe à ça. Et après, moi, j'ai pas une carrière très longue encore, tu vois. Mais je pense que les gens long terme, c'est un peu des moines, tu vois, ceux qui sont restés, qui ont réussi. Ils ont réussi à maîtriser leur psyché et leur dopamine. Ouais. Toi, tu fais un truc notamment, je sais pas si tu le fais encore, mais où t'as pas de 4G sur ton téléphone. Ouais, c'est pour ça que je te demandais du Wi-Fi. Justement pour te forcer à être non addict, quoi. Bah moi, ce que je dis, c'est que tu peux pas lutter contre ces ingénieurs et payer 1 million d'euros par an dans la Silicon Valley pour ne pas être accro. Ils sont trop forts. Donc moi, je suis radical, pas d'internet, comme ça, c'est réglé. C'est ultra paradoxal pour un mec qui vit des réseaux de pas avoir internet. Ouais, mais je pense que ça a vraiment sauvé ma santé mentale. Franchement, c'est des mots qui sont forts, mais à un moment, je me suis fait avoir par Free. Ils m'ont dit c'est simplement 10 euros par mois pendant 1 an. Dis oui. Et tu sais, j'avais trop besoin de voir mes mails et tout. Je fais vas-y, je dis oui. Après, j'ai passé une semaine horrible parce que t'es tout le temps dedans, t'as des notifications, machin. Et j'ai dû envoyer une lettre manuscrite à Free en mode s'il vous plaît désabonnez-moi, et j'ai vraiment dit en fait ça a détruit ma santé mentale, j'ai vraiment besoin de retourner au forfait à 2 euros. C'est énorme, ils ont dû se dire c'est qui cet illuminé qui les écrit. Grave. En plus leur truc de rétractation est trop bizarre, ils te demandent d'écrire en manuscrit. C'est chelou, hein. Ça rend le truc plus compliqué, quoi. Bah ouais, mais bon. C'est juste un bouton sur un site, c'est plus simple. Bah ouais, ça serait quand même plus simple. Mais ils m'ont désactivé et je suis content. Ils ont vu santé mentale, ils se sont dit bon, on va il va dire c'est un pas prendre de risque. J'ai mis des gouttes de sang aussi avec, ils se sont dit bon... Non, il faut contrôler, c'est hyper important. Et il faut aussi... c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de législation, notamment pour les jeunes, la consommation des réseaux. On le sait, l'impact négatif que ça peut avoir, et c'est con que personne ne contrôle ça, quoi. C'est quoi, comment a réagi ton entourage quand t'as eu cette nouvelle notoriété sur TikTok Mais en fait, c'est cool parce qu'ils se foutaient grave de ma gueule. Ils étaient trop en mode putain, TikTok, c'est la honte et tout, tu vois. Donc, j'étais pas du tout valorisé. Et je pense que c'est hyper important parce que franchement, tu peux très vite aller dans un monde où les gens ils te surestiment de ouf, ils te valorisent à fond, et après t'as plein de vautours aussi, enfin tu vois, il y a plein de trucs durs. Donc moi j'ai eu de la chance dans ce succès, et puis même quand il y a des gens qui me reconnaissent et que je suis avec des potes, ils se foutent trop de ma gueule, tu vois. Déjà parce que souvent c'est des gens plus jeunes que moi. T'as 30 ans, donc j'imagine encore les mêmes âges et se disent c'est quoi ce truc de gamin. Oui, grave. Et du coup c'est pour ça que je les aime aussi, mes amis, tu vois, ils sont même, tu vois, j'en avais invité à For You Awards. Et j'ai un pote qui m'a dit ah ouais, t'es le Dr Dre de l'influence. Mais c'est important, c'est trop important d'avoir des gens autour de toi qui te ramènent à la réalité, hein. Et c'est drôle parce que je pensais pas percer à 30 ans sur les réseaux, tu vois. Mais c'est bien, et je me dis putain ouais, à 20 ans tu dois devenir fou. Franchement, sauf si t'es très bien entouré, c'est un cheat code dans la vie, tu vois. T'es pas fait pour que tout le monde te dise que t'es génial tout le temps. Et je pense que ça doit trop impacter, et ça va être trop dur de garder les pieds sur terre. Ouais, en plus, tu dis 30 ans ou 20 ans, j'imagine même pas à 14-15 piges, t'es au collège, t'es au lycée. T'es le roi du monde. Ton audience, elle est dans ton collège et ton lycée. Déjà, à 14-15 piges, t'as des phases de up and down dans ta vie de fou, mais si en plus tu viens rajouter cette vie de créateur au-dessus, j'imagine pas l'impact que ça doit avoir, quoi. Mais moi, j'ai rencontré un créateur de 19 ans. Je crois qu'il avait 18 ans à l'époque où il avait vraiment percé sur TikTok. Et pendant un été, c'était la star
de fou. Et après, ben voilà, il s'est pas renouvelé, l'algorithme a considéré qu'il était nul, donc il a disparu des réseaux et il a fait une énorme dépression. Ouais. En fait, il pensait avoir réussi, tu vois, c'est ce truc de percer. Je trouve que c'est une analogie qui est très fausse, parce que percer, t'as la bulle, t'as percé, c'est bon, tu vois, t'es dans le monde de l'influence, c'est pas ça. Percer, c'est un combat permanent, en fait, tu vois, dès que tu refais une vidéo, tu remets en jeu ton statut de créateur. Et il faut pas croire que t'as réussi et c'est bon, c'est réglé. C'est un travail continu et effectivement, t'as des ups et des downs et voilà, faut prendre du recul, quoi. Je pense que TikTok, notamment, a surtout renforcé ça. Dire, en fait, à chaque vidéo, t'as beau avoir 1 million d'abonnés, tu sors une vidéo demain, elle peut faire 10 000 vues. Quoi. Alors que Insta et YouTube, c'est peut-être moins le cas. Ça t'assurait un minimum syndical, on va dire, de vues ou d'attention. C'est trop intéressant, ça. En fait, on a changé de modèle. Avant, on était sur un modèle, je dirais, créateur-centrique. Tu vois, genre, t'étais vraiment concentré sur les créateurs et c'est eux qui faisaient le contenu. Et aujourd'hui, ce qui a de la valeur, c'est le contenu. Et si ton contenu est considéré par les plateformes comme pas intéressant, tu auras beau avoir 1 million d'abonnés, de moins en moins, il sera visible. Ouais, je me souviens au tout début, quand TikTok est sorti, le concept de te dire, en fait, tu mates des vidéos, mais de gens que tu connais même pas, à qui t'es pas abonné. Ouais. Dans notre état d'esprit d'il y a 2-3 ans, ça paraissait fou. Tu te dis, mais attends, mais je m'en fous de ces gens. Et en réalité, aujourd'hui, c'est devenu normal, tu vois, et tout le monde s'y met, YouTube... Insta, etc. Ils ont vraiment changé le paradigme, comme tu dis. Et ça, c'est trop bien parce que justement, ce truc de créateur star que tu avais vachement chez les premiers youtubeurs, franchement, il n'existe plus trop. Hein. Moi, quand il y a des gens qui me voient de TikTok, souvent c'est ah ouais, je t'ai vu sur TikTok, sympa, tu vois. Mais c'est voilà, t'es un gars parmi des millions d'inconnus qui passent dans ton pour toi. Et c'est bien parce qu'il y a un meilleur partage de l'attention. Ouais, on avait vu un article qui parlait de la VidCon, je sais pas si tu vois, c'est un truc aux US, tous les créateurs, etc. Ça doit être fou avec TikTok. Hein. Et justement, paradoxalement, un article disait, en fait, le VidCon il y a 10 ans, c'était un concert de Madonna ou de Dr. Dre, et les gens étaient comme des dingues parce qu'il y avait une dizaine d'énormes stars, les Casey Neistat, les Logan Paul, etc. Et en fait, le VidCon de 2022, t'as tellement de TikTokers, t'as tellement de j'ai envie de dire avec des guillemets petites stars, au sens où tout le monde peut avoir 100 000, 1 million d'abonnés sur TikTok. En fait, c'était moins l'effet justement waouh, c'est Madonna, c'est incroyable. Madonna, pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas. Non, mais voilà, moins l'effet gigastar, tu vois. Je trouve ça impressionnant de dire, effectivement, mais en fait, c'est un peu ça généralise le petit quart d'heure c'est pas le bon terme, mais la célébrité qui devient plus accessible en fait. Et surtout TikTok le pousse. On le voit quand tu crées un compte et que tu fais du contenu, t'as beaucoup plus de chances de percer dans tes premières vidéos parce qu'il sait qu'en te faisant percer, ça va te créer un peu accro, ça te rendra accro et ça va te motiver à refaire. C'est comme le dealer qui te fait un prix pour les premiers grammes de crack. Ouais, c'est ça, qui te met là-dedans, quoi. C'est fou. Il y a déjà un moment où tu t'es dit... parce que tu nous as parlé d'un moment où tu t'es dit, bon, c'est bon les gars, j'arrête, c'est fini. Mais ça, c'était plus une décision spontanée de ta part où tu t'es dit, c'est bon, voilà, j'arrête. Est-ce qu'il y a déjà eu un moment où tu t'es dit, c'est bon, j'arrête, j'en peux plus, ou des moments de down Non, parce que en fait, j'ai ce truc où, comme je t'avais dit, genre j'ai un peu fait le deuil. Et tu vois, si demain, imagine toutes les applications ferment, je dis pas que ce sera facile parce que déjà, ça me rapporte pas mal d'argent et j'adore l'argent et sinon c'est faux. Qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, non, en fait t'as ce truc où je suis prêt à ce que ça s'arrête, donc je suis assez ok avec cette idée et je mets pas trop d'attentes, tu vois, je me dis pas il faut que je réussisse, il faut que ça perce. Et donc, ma santé mentale est assez protégée par rapport à ça. Ok, mais coup de baguette magique, demain toutes les plateformes disparaissent. La CNIL frappe un coup et ferme toutes les plateformes. Tu fais quoi? Je fais peut-être de l'événementiel, je continue à créer. Je voyage aussi, je pense, pour trouver des nouvelles idées. Mais franchement, je pense que dans 20 ans, j'aurais pas été créateur. Tu vois, j'aurais été entrepreneur, j'aurais fait plein de projets créatifs. Mais je vois vraiment les réseaux comme une étape de mon envie de créer plein de choses. Et peut-être, t'imagines, demain, il y a, je sais pas, tous les réseaux explosent et tout, il n'y a plus Internet. Je continuerai à créer d'autres manières. Mais c'est pas une finalité en soi pour moi, le monde de la création sur Internet. Est-ce que tu as essayé d'autres formats de création? Tu as déjà écrit peut-être de la poésie ou du texte ou c'est intéressant. Du papier, de la peinture, j'en sais rien. Ouais, j'écris un peu. T'écris? Ouais. T'écris sur... tu veux nous partager ou... Ouais, après j'écris, je prends des notes, j'écris sur des trucs, des histoires de ma vie.
pas forcément des trucs très intéressants, mais c'est une manière d'extérioriser. Ouais. Et pourquoi pas un jour faire un bouquin, je pense que ça pourrait me plaire. Ouais. Exclu podcast. Trop bien. Ouais, c'est marrant d'ailleurs, parce que je pensais qui me vient en tête. Tu parles d'histoires touchantes d'autres personnes, tu parles de resto, ouais. Tu parles de voyage où tu mets surtout en avant le pays dans lequel tu vas. Ouais. Mais au final, tu parles relativement peu de toi dans ton contenu. C'est volontaire? Ouais, je suis archi pudique. Moi, j'ai un père égyptien qui a une pudeur monstre et je pense qu'il m'a beaucoup transmis ça. Donc ouais, j'ai beaucoup de mal à parler de moi et du coup, j'aime beaucoup parler de moi à travers les autres, tu vois. Finalement, en fait, je pense que quand je fais des témoignages, je dirige les gens. Je prends des sujets qui me parlent, qui me touchent. Et en fait, au final, je parle beaucoup de moi à travers eux, tu vois. Mais je pourrais pas parler de moi de manière frontale, tu vois. Genre faire de la face cam et dire putain les gars, ça va pas aujourd'hui. Ouais. Ça, je pourrais pas, ouais. Je suis très pudique. Parce que Pourquoi tu pourrais pas? On dirait moi quand je pose des questions. Quelle est ta plus grande douleur? En fait, je serais mal à l'aise. Et si je suis mal à l'aise, je serais pas hyper naturel, tu vois. Et du coup... tu serais mal à l'aise parce que t'aurais peur de te dévoiler, t'aurais peur de te montrer, t'aurais peur de la réaction des gens? Non, je pense que les réactions, elles seraient super positives. Je pense que c'est vraiment lié à mon éducation. Tu vois, on parle pas trop de soi et j'aurais l'impression de faire un truc impudique. Ça, c'est vraiment un truc, si t'as pas des parents rebeux, je sais pas si tu peux le connaître, mais il y a un truc de la pudeur que j'essaye de travailler dessus aussi, d'évoluer pour être un peu... pas impudique, tu vois, mais aussi peut-être parler plus de moi et voilà, des choses qui sont liées à moi. Je partage complètement culture Middle East. Ah, c'est vrai, ouais. Yes. Tu connais des sentiments? Ouais, bah ouais. Il y a plein de sujets, pas forcément tabous, mais des trucs dont tu parles pas trop, même avec tes parents, tes proches et tout. Ouais. Donc s'exposer sera assez dur. Mais t'en parles un peu avec tes potes? Ouais. Ouais. Oui, mes potes, c'est très différent. Ok. Ouais. Je me dis que c'est aussi une manière peut-être de te protéger, tu vois. Parce qu'en fait, si les gens aiment pas ton contenu, ils aiment pas le resto, ils aiment pas l'histoire, ils aiment pas le voyage. En fait, toi, t'es pas directement touché par ça. Ouais, en fait, ça, c'est un truc, au-delà de la pudeur, qui pour moi est très important. Tu vois, je parle pas de ma vie privée, de mon copain que t'as rencontré ou ce genre de choses. Parce que j'ai pas envie d'être potentiellement source d'attaque des gens. Ouais. Et surtout, encore une fois, c'est pas moi. Les gens, ce qu'ils voient, c'est Victor le créateur. Et j'ai pas envie j'ai pas envie d'être potentiellement attaqué sur ces trucs. Et j'ai pas envie que les gens croient qu'on est potes, tu vois. Donc finalement, au-delà de la pudeur, c'est vrai qu'il y a une barrière que j'impose, qui est le Victor de la création et un autre Victor. Et je pense que mélanger les deux, c'est dangereux et toxique. Parce qu'après, soit les gens ils t'attaquent dessus, soit ils te disent ah tu m'as déçu et tout, et tu fais ouais est-ce que c'est des amis, est-ce que j'ai déçu des gens que j'aime, et moi j'ai pas l'impression d'aimer mon audience dans le sens où j'aime faire des choses et je suis trop heureux que des gens s'y retrouvent, mais encore une fois c'est une démarche qui est quand même assez égoïste d'une certaine manière, et voilà, c'est ça la question. Désolé, je vais faire un peu dans mes réponses. Non, t'inquiète, c'est le but. Je pense qu'il est l'heure de la petite surprise, le rebondissement. C'est à ta droite. Oui, c'est à ma droite. J'ai gagné un prix. Alors, la cérémonie a été ouverte il y a à peu près 1 heure. La pochette bleue d'or. Par toi-même. Et là, on a l'honneur de te remettre le post-it d'or. Non, je te laisse piocher dans cette petite... Ah, c'est génial. Eh oui. C'est une question... C'est des petites questions. Ok. Top secrète. Ouais. Ma plus grosse erreur en tant que créateur. Je pense que ça m'est arrivé 2 fois. En fait, des fois, je me rends pas compte que je peux avoir de l'impact et de la visibilité et des responsabilités qui vont avec. Je vais vous parler d'une OP qui s'est très mal passée. Je devais parler d'un sandwich, c'était pour une grosse chaîne d'hôtels. Ils faisaient un sandwich à la... J'en ai honte en parlant. C'était à la... Lobster, tu sais, lobster roll. Ah oui. Ok, ouais. C'est pas l'écrevisses. Homard, c'est ça, ouais. Donc je faisais un truc... Donc une OP pour ces sandwichs au homard, et j'avais mis en photo, en story, tu vois. Et il y a des gens qui me disaient ah ça ressemble à un anus, et d'autres qui me disaient ah ça ressemble à un vagin.
J'avais une story, en fait. C'était un sondage. On sentait que ça ressemblait à un anus ou à un machin. Et l'agence était tombée dessus en furie en me disant on te respecte pas, machin et tout, on annule. Je crois qu'ils voulaient faire des poursuites et tout. Et une paire de fois, c'est. Et en fait, c'est horrible parce que moi, j'ai aucun. Vraiment, je veux pas faire souffrir les gens. Et tu vois, je faisais ça avec beaucoup d'innocence. Je trouvais ça marrant, tu vois. Je me disais pas, putain, ça va me mettre des gens à faux. Et des fois, je dirais que ma plus grande erreur, c'est ne pas assez considérer les sensibilités personnelles. Et en fait, me dire que quand je parle de quelque chose et d'un message, peut-être que des gens peuvent être blessés, choqués. Voilà. Et du coup, j'essaie de faire attention à ça parce que moi, mettre les gens mal à l'aise, c'est vraiment un truc, j'ai énormément de mal avec ça. D'ailleurs, c'est ce que je vous parlais juste avant. Pour un petit conflit, quoi. Ouais, tu te rendais pas compte de la portée au final de ce que tu pouvais dire. Ouais, et de l'impact néfaste que potentiellement tu peux avoir sur des gens. Donc, ouais, c'était une grosse erreur. Je peux comprendre le responsable marketing du sandwich qui s'est dit mais qu'est-ce qu'il est en train de faire. Mais surtout, en fait, j'espère qu'il s'est pas dit mais ce mec est une personne horrible. Ouais, il se fout de notre gueule. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu vois, c'est surtout ça j'aime pas que les gens aient l'impression que je me fous de leur gueule. Tu vois, je trouve que. Enfin, j'aime pas les gens qui sont irrespectueux vis-à-vis de moi. Et j'ai trop pas envie que les gens pensent que je les respecte pas. Genre, je trouve que respecter les gens, c'est tellement hyper important, quoi. Ouais, bien sûr. Je comprends clairement d'où tu viens et le point de vue très innocent, assez drôle, je le mets en story et tout. Ouais, effectivement, parfois, tu sais pas trop comment ça peut heurter la sensibilité de certaines personnes. Et potentiellement, ça aurait très bien marché. Tu vois, plein de gens auraient trouvé ça trop drôle, les gens auraient répondu et tout. Donc. Et deuxième question, quel est ton temps d'écran ? Je suis dans une moyenne par semaine à 6h40. Ce qui me paraît énorme. Ce qui vous paraît OK, vous ? C'est pas mal. En fait, c'est énorme. Oui et non. En sens, c'est beaucoup. Il y a sûrement beaucoup de gens qui nous écoutent qui font moins que ça. Ouais. Et je pense que tout parent verrait ça sur le portable de ses enfants pèterait un plomb. Mais pour un mec qui vit des réseaux, je trouve pas ça non plus énorme, tu vois. Après, pour relativiser, mon appli la plus utilisée, moi je me suis vachement rapproché, c'est WhatsApp, 4 heures par semaine au total. Donc c'est pas mal. En fait, j'ai quand même... Voilà. Mais c'est Instagram ou TikTok où vraiment c'est de la glande, je pense. Mais le reste des applis, c'est, tu vois, Gmail, Safari, appareil photo, messages, Google Maps. Donc c'est intéressant parce qu'il faut que je limite. En fait, j'aimerais bien avoir une consommation proactive des réseaux. Tu vois, aller voir, faire un peu de veille quand même parce que c'est important. Mais pas y perdre de temps. Et genre moi je trouve les stories typiquement sur Instagram, ça me crée juste de l'anxiété. Et quand je sors d'une session où j'ai vu des stories, j'ai l'impression de rien avoir appris, de pas avoir kiffé et de pas me sentir bien ou mieux, tu vois. T'as essayé de les mettre en sourdine ? Les stories ? Ouais. Tu peux mettre en sourdine les stories de plein de comptes, ou garder peut-être 2-3 comptes qui te paraissent importants. Moi j'ai juste arrêté de les regarder. Ok. Mais t'arrives à le faire, t'arrives à arrêter de... Ouais, parce qu'en fait c'est tellement pas intéressant je trouve, que je me dis pas ouais j'ai trop envie de savoir ce qu'ils vont faire. Je suis en mode, c'est sûrement pas intéressant. Je vais voir juste les stories d'Antoine quand il fait des fictions et tout. Pour voir, et quelques potes, bien sûr. Mais même ça, je m'en fous, je préfère en parler. Antoine, tu l'as rencontré comment ? Antoine, j'ai rencontré, il y avait genre 300 000 abonnés. Ouais. J'ai envoyé un message sur Instagram. C'est le cas de plein de gens que j'ai rencontrés dans ma vie. J'envoie des messages et je lui dis, ouais, trop cool ton storytelling et tout. Et à l'époque, il faisait des articles sur des... Tu sais, il faisait des articles sur TikTok. Ah oui, il prenait un article et il racontait un peu. Ouais, il racontait des histoires. Ouais. Et lui avait des envies de fiction, tu vois. Et moi, j'avais trop envie d'écrire avec lui. Et on a commencé en faisant une fiction. Ça a trop bien marché. On en a fait plein d'autres. Et on a bossé ensemble sur des projets. Aujourd'hui, c'est le boss, c'est le gagnant du prix fiction des Forêt Awards. Ouais, c'est vrai. Et t'étais dans une phase où proactivement, tu t'essayais de rencontrer des gens qui t'inspiraient. T'as eu cette phase-là ? Je passe ma vie... Dès que je vois quelqu'un qui a du talent, je lui envoie un DM et j'essaie de le rencontrer. Je fais ça de manière... tu vois, j'ai fait ça sur TikTok avec Valviti, avec Clément, du coup, mon co-auteur, avec, je sais pas, Bruno Graffeur, avec tellement de gens. Franchement, je passe ma vie à envoyer des DM aux gens qui m'inspirent. Et quand ils me répondent pas, je prends pas personnellement. Ouais. Et quand ils me répondent, je les rencontre et c'est toujours trop stimulant, quoi. Et tu leur dis quoi ? Tu leur dis, je trouve que ton taf est stylé, viens on prend un café ? Ouais, en général, je dis juste « Salut, ton taf est stylé ». Et s'il dit « Ah, merci », je fais « Ah, c'était chaud, on prend un café ». Et en général, les gens disent oui. Trop cool. Et c'est qui la personne où tu pensais vraiment pas avoir de réponse et t'as une réponse ? Norman. Norman ? Ouais. Trop drôle. Ouais, parce que boss, tu vois. Ouais. Grave. Et tout le monde lui parle, tout le monde demande « Où Kian Kojandi ?» Ouais.
Kian Kojandi pour inviter à un talk. Incroyable. Tu l'as juste DM sur Ouais. Insta? Alors bon, j'ai pas juste DM, j'ai DM et j'ai harcelé. Ok. c'est en 2 parties. Tu l'as harcelé comment de DM du coup ou non tu l'as contacté sur toutes les plateformes? Je suis allé devant chez lui, j'ai attendu. Non mais non, ça c'est illégal. Non, en fait, je lui ai demandé si ça t'intéresse. Il me dit oui, pourquoi pas. Après, il était forcément très occupé, il avait d'autres choses à faire. Et du coup, de temps en temps, je lui relançais salut, ça te dirait machin. Et c'est cool parce que du coup, au talk que j'ai eu, je me suis dit ok, c'est la dernière fois que je relance. S'il me répond pas ou s'il me dit oui plus tard, je me dis c'est bon. Et là, il a dit oui. Et là, j'ai fait ah, putain, trop bien. Et du coup, là, franchement, j'ai fait les choses bien et tout. Comptoir général, vraie prod et tout, régie. Je voulais qu'ils se sentent bien, tu vois. Je voulais être. Et en fait, il y a tellement de données pour faire un spectacle et pour que j'étais tellement heureux de l'avoir. J'étais trop heureux que ça existe. Ça. Kian, si tu nous écoutes, et j'en suis sûr, t'es invité sur le podcast. Va falloir le harceler de DM également. Exactement, et aller devant chez lui. Exactement. Trop cool. Avant que tu pioches sur la pochette bleue, il y a un truc aussi dont on n'a pas parlé. On a parlé des For You Night, on a parlé des For You Awards. Il y a un truc que tu as fait aussi, c'est les Creator Talk. Ouais. Rapidement, pour pitcher le truc, de ce que je comprends, c'est... Oh, non, pitch-le d'ailleurs, plutôt que je le fasse. Rencontrer des créateurs inspirants et des gens dans la créateur économie inspirants qui peuvent vous aider à vivre de votre travail de créateur. Moi, de ce que je comprends, les For You Night et For You Awards, c'est plus pour faire kiffer les créateurs. Et les Creator Talk, c'est plus pour les éduquer, entre guillemets, et les inspirer, les faire devenir des meilleurs créateurs encore. Ouais. Bah là, on va rebrander en For You Talk. Parce que ça rejoint du coup le groupe d'organisation For You. Mais l'idée, en fait, je serais pas autant scindé dans le sens où tu peux aller au For You Night et rencontrer des créateurs et échanger et discuter création. Mais j'avoue que ça manquait d'un truc un peu intellectuel, tu vois, plus sérieux. Plus sur le débat, sur la réflexion que les teufs. Moi, je déteste les teufs. Et franchement, les For You Night, j'y vais parce que je les organise. Mais sinon, je pense que je passerai faire coucou, mais je resterai pas longtemps, tu vois. Tu détestes les teufs, c'est marrant, ça c'est paradoxal. Je suis pas allé à l'after des For You Awards, hein. J'étais tout seul dans ma loge, tranquille. Je discutais avec l'équipe. Non, j'aime pas plein de gens au même endroit. Ok. Ouais. C'est marrant. C'est pour ça que je suis bien ici, parce que clairement... Ah bah là, on est pas emmerdé. Et... ça fait pas trop branding TikTok, les For You Awards En fait, nous, on n'est pas affiliés à TikTok. D'ailleurs, ils n'ont jamais donné 0 TikTok si vous nous écoutez. C'est pas sympa. Non, mais nous, on est là où les jeunes s'expriment. Demain, s'il y a une nouvelle application qui sort, on sera là. Aujourd'hui, de fait, on parle beaucoup de TikTok parce que c'est l'application dont les gens parlent. Mais demain, s'il y a autre chose, on sera autre part. Donc, on n'est pas affilié à TikTok, Mais d'un point de vue branding, quand tu vas démarcher un partenaire, il t'identifie directement comme TikTok ou pas spécialement? Bah non, vu qu'on a bossé avec YouTube. Oui, c'est vrai. Non, bah nous, notre ambition, et d'ailleurs, il y a des gens qui nous disent, ils disaient genre, ah ouais, For You, pour toi, j'avais pas fait la connexion. Parce que bien sûr, l'inspiration, c'était TikTok, tu vois, les trucs des pour toi. Non, nous, notre idée, c'est d'être une marque tellement forte que For You Awards, bah, c'est l'événement de tous les nouveaux créateurs, et c'est pas l'événement TikTok. Donc ça, c'est un peu notre travail, et je pense qu'on va y arriver, tu vois. Bientôt, ce sera les gens qui se diront « Ah, mon For You feed, mais c'est comme les For You Awards !» Oui. Il y a très peu de papier, hein. Tu fais genre, mais en fait... Sinon, ce que tu peux faire, c'est d'en mettre plein, mais toujours avec les mêmes questions. Ouais. Bah après, en fait, il y en a certaines qui ont été piochées hier par Théo. Ah, et tu veux pas les repiocher, du coup? On essaie de pas forcément mettre les mêmes questions. Il y en a certaines. Le temps d'écran, je trouve que c'est intéressant de l'avoir plusieurs fois, mais... Ton premier sponsor? Est-ce que je m'en souviens? Bonne question. Là, c'est marrant, pour un CV, j'ai fait ma liste de sponsors. Et putain, j'ai bossé avec tellement de marques cool. J'étais en mode... Alors, j'essaie d'en reciter. Attends, je vais ressortir le truc. Tu t'es fait un CV? Ouais, c'est pour une histoire un peu longue, mais c'est pour bosser avec un gars qui, en gros, il me demandait un peu ce que je faisais. Et du coup, je lui ai dit, bah attends, je te fais un micro-CV. Et genre, ouais, j'ai bossé Ford, Sony, Adobe, la Grande Épicerie, la Ville de Paris, Stadium, le Site Français, Carrefour, SNCF, Netflix, Prime, Google, YouTube, Cézanne, HP, Asus. Tu vois, genre, je me dis, putain, c'est vrai, c'est un beau palmarès. Ouais, ça fait trop plaisir. Et pour répondre à la question, parce que je digresse pas mal, je sais plus trop. Tu te souviens pas de la première fois où t'as reçu de l'argent pour... Ah si, putain, je m'en souviens. C'était Parc Astérix. Ok. Ouais.
Et j'avais invité Antoine sur l'OP. Et on a fait genre, on a été enfermés au parc Astérix. Et à l'époque, on était comme des oufs. C'était il y a pas si longtemps. C'était il y a genre 2 ans, tu vois. Et ils étaient en mode, mais on est invité et en plus, on est payé pour faire du contenu. Ouais. On était comme des fous. C'était au tout début de ton compte TikTok, du coup? Ouais, c'était du coup 3-4 mois après que j'ai lancé. Ok. Et pareil, Antoine, je crois que c'était sa première OP. Et on était genre en mode, on peut être payé pour faire des vidéos. Et vraiment, on a l'impression de les arnaquer, tu vois. Genre. Ouais, c'est quand tu touches tes premiers euros, tu t'envisionnes potentiellement que ça accélère et que tu en aies des prochains et que tu puisses en vivre, quoi. Ouais. Mais quand même, ce truc des partenariats, c'est compliqué parce que t'es très dépendant de tes vues. Et du coup, ça rajoute une pression supplémentaire, tu vois. T'as déjà eu un partenaire un peu what the fuck? Dorian nous racontait pour te dire qu'il avait eu des tondeuses pour animaux, pour bétail. Ok. Qui voulait Follow Dorian, qui voulait sponsoriser son contenu. Il l'a pas fait parce que c'était trop déconnecté de sa ligne édito. Mais est-ce que toi, tu as eu des partenaires un peu plus... Que j'ai accepté ou... Que tu as accepté ou pas forcément? Tu as des histoires à nous raconter. J'ai Célio qui m'a contacté et l'agence, ils m'ont dit... nous, on veut pas représenter des beaux gosses. Nous, on veut des gens... Attends, ils m'ont dit un truc. Genre, tu vois, un peu de calvitie, un peu de bide, c'est très bien et tout. Ils m'ont vraiment dit ça. J'étais en mode bah merci quoi. Ah, les salauds. Mais ce partenariat c'est pas fait malheureusement parce que physiquement j'étais trop attractif, je pense. Ouais, bien sûr. C'est vraiment la raison. Et sinon, ouais, des fois tu reçois des trucs what the fuck, tu vois. Ils voient ton mail dans la bio et je sais pas, des trucs qui sont absurdes, des sextoys, des. Plein de trucs dropshipping un peu pourris aussi, tu vois, la vérité, ou des marques un peu cheloues, des marques chinoises où on te répond avec Google Translate, tu vois. Ouais, mais en général, ça, je fais pas suite. Ouais. Mais tu bosses avec des agences sur un deal non exclu? Non, pas d'exclus. Des agences qui me proposent et qui prennent une bonne commission au passage pour bosser avec des marques. Et sinon, des fois en direct. Peut-être pour les créateurs qui nous écoutent, tu peux nous en dire plus sur la relation avec les agences. Est-ce que déjà tu peux négocier tes tarifs avec eux? Ouais. Comment ça se passe? Tu as peut-être des bonnes pratiques à partager aux créateurs? Ouais. Je sais pas si on parlait des tarifs ou pas trop. On dit les prix? Peut-être mieux de pas dire les prix, peut-être parce que ça peut mettre, si un créateur a été payé tant par rapport à un autre, ça peut créer du conflit avec des partenaires. Mais moi j'ai raconté une histoire, je pense qu'elle est assez intéressante, d'une marque qui me contacte, une application, tu vois, et qui me dit on aimerait trop bosser avec toi machin. Ils me disent voilà combien tu coûtes. Moi je dis ça coûte X. Ils me disent on est vraiment désolé, on a Z. Je fais non c'est X. Frères viennent, ils font bon, écoute, j'ai négocié, je suis désolé, j'ai réussi à monter, on peut aller jusqu'à Y, mais on pourra vraiment pas faire mieux. Je fais non, c'est X. Après, ils font bon, d'accord, ok pour X, tu vois. Et c'est ce truc où beaucoup de créateurs osent pas négocier parce que t'as cette crainte de perdre une OP. Et vu que c'est très incertain comme travail, déjà, c'est une opportunité qu'on te propose de travailler pour une marque. Et du coup, t'oses pas négocier. Et en fait, franchement, maintenant, je négocie tout le temps. Et franchement, c'est rare que si les marques viennent et qu'ils sont intéressés, c'est rare qu'ils te disent non, ciao. Au minimum, c'est non, est-ce qu'on peut négocier et tout. Et c'est un jeu à la négociation. Il faut pas voir ça comme. C'est marrant même, tu vois. Et tu peux essayer de voir en disant tiens, ça, c'est ce que vous voulez faire. Mais moi, je pense qu'en faisant ça avec des stories, avec ça peut être plus intéressant pour votre marque. Par contre, ça va être un peu plus cher, tu vois. Faut pas hésiter à faire des contre-propositions. Et je pense que peu de créateurs le font et du coup ils ont l'impression que c'est le prix du marché ce qui est dit et en général c'est l'inverse. Ce qu'ils te proposent c'est souvent sous-pricé de fou en espérant que tu négocies pas. Et je pense qu'une fois sur deux les créateurs négocient pas donc voilà. Ça marche. Ouais. Et je dirais même que les gens qui sont pas prêts à te prendre pour ta valeur en général c'est les marques avec lesquelles qui sont vraiment les plus relous. Donc finalement les gens que tu perds parce que t'es un peu trop c'est pas forcément des marques que tu vas trop regretter quoi. Et un jeune créateur qui a une audience relativement petite qui vient te voir et qui dit Vito, je sais pas trop combien facturer, tu lui dirais quoi? Comment est-ce qu'on peut... Ça dépend de plein de paramètres, de son nombre d'abonnés, de son nombre de vues, de ce qu'il propose. Je pense que mettre un truc à minima, tu vois, un 500 balles, quand t'as un peu d'audience, tu vois, c'est un minimum. Je pense que pour les marques, si tu coûtes moins de 500 balles, t'as même pas un vrai budget. Donc c'est très... 500 balles pour une marque, c'est que dalle. Franchement, c'est waouh. Limite, c'est l'impression de te filer une pièce. Et donc demande pas moins qu'une pièce, sinon t'es vraiment précaire, quoi. Ouais, c'est ça. Ne serait-ce que pour la prod, en fait. Tu vois, si t'as un peu de réal, d'écriture, ça a de la valeur, même si ta vidéo, elle fait 0 vue. Et surtout, c'est important, tu sais, des fois, il y a des créateurs qui font pas de vues et ils sont super déçus sur des OP. En fait, t'as une obligation de moyens et pas de résultats.
c'est pas toi qui contrôle l'algorithme, donc si ça marche pas, c'est pas ta faute. Toi, tu proposes tes stats, tu montres ce que tu fais d'habitude, tu bosses avec une marque qui valide ton contenu. À partir de là, il faut pas culpabiliser si ça marche pas. Mais tu mets bien ça au clair avec les marques ou avec les agences avec qui tu travailles. Tu leur dis, bah voilà, moi je contrôle pas l'algo. En fait, moi au début, je t'avoue, j'en avais rien à foutre parce que j'ai l'impression que c'était tellement éphémère que j'étais en mode lol. Et j'avoue, j'ai fait des campagnes où je me suis pas pris la tête. J'avoue que j'étais un peu parfois en mode bon, vas-y, on va faire ça et on verra. Maintenant, je prends ça quand même plus au sérieux. Je dis aux marques quand je pense que ça va pas marcher pour ces raisons. Tu vois, j'essaie de me battre pour faire vraiment du bon contenu. Après, des fois, malheureusement, les marques, elles veulent rien entendre. Et en général, j'ai la phrase qui marche bien. Je dis, on fait ça si vous voulez, mais moi, je sais de mon expérience que ça va pas marcher. Du coup, si on fait ça, je vous donne plus aucune garantie en termes de vues. Et c'est trop bien parce que soit ils prennent conscience de ce que je dis et on le fait pas, soit ils le font, mais c'est leur problème. Et du coup, je me dédouane totalement de la responsabilité, tu vois. Et donc ça, c'est cool. Intéressant. Très intéressant. Il y a encore d'autres questions dans la boîte? Il y a d'autres questions. On peut couper aussi, si vous en avez marre. Ah, on en a pas marre. On pourrait... Déjà, dis-toi qu'avec Ulysse, ça a duré 2 heures. Nous, on s'est dit qu'avec toi, ça pourrait en durer 3. T'as une contrainte de temps ensuite À 17h, faut qu'on écrive la fin de la fiction For You Words. Ok, très bien. Voilà. Non, ça roule. Resto préféré en ce moment? Bah ouais, parce que venant du guide ultime... Ah, c'est une question qui est très personnelle, trop mignon. Le king des restos à Paris va s'exprimer, attention. Alors, moi, my bet, c'est Magma, ils vont avoir une étoile. Magma, c'est un petit resto qui font des menus à 30 balles à midi. Avant, ils étaient à 25. Là, ils sont passés à 30. C'est une dinguerie. C'est vraiment, si vous aimez la bonne bouffe, c'est trop bien fait. Le chef, il est japonais, il a des recettes de fou. Et je pense que c'est le resto qui va prendre de la hype. Donc, je parie que là, qu'il va gagner une étoile. Donc, allez-y avant qu'il prenne une étoile et qu'il devienne cher. Ok. Trop cool. Une dernière question aussi qu'on voulait te poser. Est-ce que t'as un créateur préféré en ce moment, un mec que t'as envie de mettre en lumière et qui t'inspire? C'était pour inviter? Comment? Quelqu'un d'accessible ou pas? Alors non, je pensais plus en tant que... Alors, il y a une question d'après, c'est effectivement qui tu penses qu'on devrait ramener sur le podcast. D'accord. Et la question là, c'était plutôt toi en tant que consommateur de contenu et mec qui passe du temps sur les réseaux. Ouais. Un créateur que tu as envie de mettre en lumière. Alors, ça va paraître chelou, mais je passe très peu de temps maintenant sur les réseaux. Ok. Bah, franchement, moi, mon créateur favori en ce moment, c'est Monsieur Audace. Ok. Parce que ça crée en moi beaucoup d'émotions, ces vidéos gênantes, tu vois. Et Hunter Prosper, l'américain qui fait des témoignages aussi. Voilà, là, c'est deux que je trouve vraiment fous. Sinon, Kian Kojandi, mais plus pour son œuvre globale que pour ce qu'il fait en ce moment, tu vois. Je sais même pas ce qu'il fait en ce moment. Il a eu un enfant. Je sais ce qu'il fait ça. Il s'occupe d'un enfant en ce moment. Ça doit bien l'occuper. Et voilà, et sinon, attends, je réfléchis. Peut-être des gens qui vont percer des nouveaux. Il y a un gars qui fait un truc foot qui est vraiment bien. Il s'appelle French Guy Théo. Ok. C'est pas mal. En fait, il parle en anglais des adresses parisiennes. Et du coup, il y a une vraie vibe du petit parisien et tout. Mais oui, je vois très bien. Ouais. Lui, je trouve que c'est cool. Ouais, des lunettes. Ça ressemble un peu à Harry Potter. Ouais, exactement. C'est cool ce qu'il fait, j'aime bien. Ouais, c'est cool. Hein. Trop cool. Et du coup, la question d'après, c'est, selon toi, qui devrait être notre prochain invité, qui aurait des belles choses à raconter? Antoine Raka, vous l'avez pas interviewé encore? Pas encore. Voilà. Ok, trop cool. Lui, clairement. Bah, ça peut être c'est bon, t'es le deuxième à nous le recommander. C'est qui le premier? C'est Dorian, je crois, on avait parlé de ça avec lui, sur la partie cinématographie, etc. Peut-être, ouais. Il nous avait dit, ouais, ce serait vraiment sympa d'avoir Antoine. Vas-y, je vous file le contact. Trop chaud. Ouais, ça peut être vraiment une bonne idée. Trop cool. Ouais. Antoine qui est à l'intersection un peu du monde de l'entertainment plus traditionnel et du monde 2.0 de TikTok et tout, quoi. Parce qu'il a présenté, si je dis pas de bêtises, la cérémonie... Enfin, il était impliqué dans la cérémonie du Festival de Cannes, c'est ça? Alors, c'était pas les Césars? Oui, c'était les Césars. Ah, peut-être les Césars, je sais plus. Il était invité à Cannes. Il était invité à Canal+. Ah oui, il était avec Cannes, il avait une OP avec Orange, je crois, un truc comme ça, je sais plus. Ouais, je trouve, Antoine, c'est la représentation de comment tu te professionnalises et comment tu crées d'une audience quelque chose de plus. En plus, tu vois, il est très bankable parce qu'il fait des vraies productions. Et je trouve que lui est intéressant parce qu'il a vraiment level up le game de TikTok et comment on professionnalise ça et comment on fait du contenu pro, quoi. De ouf. Trop stylé. Bah, t'as d'autres questions, Armand? J'ai pas d'autres questions, si ce n'est te dire un grand merci, Victor. Avec plaisir, les gars. On est super content d'avoir passé ce moment avec toi.
On te connaît depuis un moment et on a eu l'occasion de travailler ensemble, mais là c'était vraiment cool de pouvoir avoir les coulisses et de comprendre ce qui se passe derrière la partie créateur de Victor. On est très contents. On peut en profiter aussi pour remercier les personnes qui nous ont écoutés ou regardés. Non. Sur les non. 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 Tant que vous n'avez pas mis un avis sur Apple Podcast, Spotify, YouTube, on ne vous remerciera pas. Jamais. Merci à tous. Je plaisante. On vous aime très fort. Ouais. Très très fort. Merci à toi Victor, je plus sois le message Armand. C'était vraiment très cool de se poser ensemble et de discuter de tout ça pour ce 2e épisode avec toi. Donc vraiment très. C'est vrai qu'on a eu 2 épisodes. Effectivement. Le premier il faisait 47 degrés et j'étais en Marseille. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Bah, t'as lancé le podcast. C'est merci. 10% départ à la revente. Voilà. C'est gravé dans le marbre. On aura un deal à la Joe Rogan sur Spotify. Je sais pas, 1 million. Trop cool. Bah, trop bien en tout cas. Bah, bravo à vous de lancer ça. C'est vraiment pour moi le podcast qui manquait en France, quoi.